Eh bien, le bonsoir les amis, bienvenue. On est de retour pour les Pika Live. C'est le Pika Live numéro 15 déjà. Les vacances d'été sont terminées, c'est la rentrée et on est très content de vous retrouver avec toute l'équipe de Pika. Je me présente, je suis Chris du média Tomodachi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous m'aviez vu ou pas vu, j'étais présent lors du précédent live sur Gachakuta. On voit la PLV juste là, derrière moi. Ce fut très sympa. Et du coup, on est de retour avec toute l'équipe. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée s'est bien passée et que niveau manga, vous avez acheté pas mal de nouveautés, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre les vacances et la rentrée. Et on est là pour en parler et en discuter. Cette émission va durer grosso modo 2 heures à peu près et on va faire le tour de toute l'actualité Pika. On va parler des nouveautés qui sont arrivées côté manga et on va faire aussi un gros focus sur ce manga qui est juste là, ce Summer Hikaru Died. On va en parler en deuxième partie d'émission. Et puis bien évidemment, vous savez que Pika aime bien vous gâter et il y a beaucoup de choses autour de la table. Il y aura évidemment des jeux concours, donc on vous fera gagner plein de lots, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, parce que non seulement on va vous faire gagner plein de cadeaux, mais il va y avoir aussi 2 grosses annonces. Alors moi je les ai vues, je ne sais pas laquelle est plus lourde en termes d'annonces, mais en tout cas, Pika vous a réservé de belles surprises, donc restez bien jusqu'au bout, parce qu'on a plein de choses à dire. Je ne suis pas tout seul, parce que parler à une caméra, ce serait difficile, mais vous parler en tout cas, ça va être très intéressant. Et n'hésitez pas dans le chat à poser quelques questions, on est là pour y répondre. Je suis accompagné de Elsa. Comment ça va Elsa? Ça va super bien et toi? La forme pas trop stressée? Un petit peu, mais écoute, on va faire avec. T'inquiète pas, j'ai déjà chaud sous la casquette. Bon, en tout cas, je suis très content, c'est le deuxième live qu'on fait ensemble. Oui. Parce qu'on avait fait Gachakuta. Et tu nous avais expliqué un petit peu quel est ton rôle. D'ailleurs, quel est ton rôle au sein de Pika? Parce qu'on te présente, mais... Et du coup, oui, je m'appelle Elsa et je suis éditrice aux éditions Pika. Et je m'occupe notamment donc, de la série Gachakuta. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est pour ça qu'on avait fait live ensemble la dernière fois. Mais je suis aussi responsable de d'autres séries, notamment Noragami et All Out, dont on va parler aujourd'hui. Exactement, All Out qui sera dans les Pikactu. Juste avant, je voulais vous dire que voilà, n'hésitez pas dans le chat à être bien attentif parce que vous allez devoir rentrer des mots-clés pour pouvoir participer au concours. Et ensuite, ce sera les modos qui seront du coup dans le chat qui sélectionneront les gagnants. Mais en tout cas, il y en aura pour tout le monde, du moins je l'espère. Il y aura 3 concours à peu près, donc vous en faites pas normalement. Vous ne repartirez pas les mains vides. On vous les enverra par la poste. Enfin voilà. Elsa, est-ce que tu es prête? Écoute, oui. Hein, on est de retour là pour ce petit Pika Live. Je suis très content, hein, la déco est très cool. On a une équipe technique qui est aux petits oignons. Tout est là, on commence plus ou moins à l'heure. Donc très content de débuter ce début d'émission avec vous. Et puis je pense qu'on a fait le tour pour l'introduction. On va commencer par les Pikactu. Yes. C'est parti, let's go, jingle. Les Pikactu, vous le savez, c'est toute la sélection de cette rentrée avec pas mal de mangas qui sont sortis. Alors bien évidemment, on va pas parler de tous les mangas. Je sais que par exemple, Elsa voudrait qu'on parle de Gachakuta. On ne parlera pas de Gachakuta, mais il y a la PLV qui est juste là, donc vous pouvez toujours l'admirer. Mais sachez que le tome sortira ce mois-ci, normalement, si je dis pas de Non, bêtises. c'est ça, on attend. Voilà, une belle édition limitée. Voilà, une belle édition limitée. N'hésitez pas à suivre Pika d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On a un CM qui est au top et qui vous renseigne sur tout. Donc soyez attentifs. En tout cas, là, va y avoir beaucoup de news. Donc n'hésitez pas à RT, Twitter, Instagrammer, tout ça. Alors, je disais oui, on va pas parler de Gachakuta aujourd'hui, mais il y a pas mal quand même de sorties qu'il y a eu sur le mois de septembre. Parce que là, on redébute les Pikactu. On est dans un thème plus ou moins aujourd'hui, on va plus parler de Hikaru, on va rentrer dans la phase un peu Halloween, si je puis dire. Mais avant ça, il y a eu pas mal de sorties, dont une. On va commencer par la première. En ce moment, il y a un événement qui se passe, c'est... La Coupe du Monde de rugby. Exactement, la Coupe du Monde de rugby. Et Pika, vous avez fait les choses en grand parce que après le succès de Full Drum, qui était déjà une sortie de chez vous, qui est un manga de rugby, vous vous êtes dit, let's go, on va continuer. Exactement. Et du coup, le manga qu'on va sortir, c'est, laissez-moi l'attraper, All Out, du coup, une série dont je m'occupe, mais parce qu'elle est très très sympa. Et donc du coup, c'est un shonen, une série finie en 17 tomes.
Et donc, l'histoire, c'est celle de Gion, qui est là en couverture, et qui est un garçon qui fait seulement 1m63. Je crois même qu'il est plus petit, peut-être 1m58, je ne sais plus exactement combien il fait. Attendez, c'est marqué sur la couverture, 1m59. Donc, il est vraiment petit. Et très très complexé par sa taille. Donc comme on lui a toujours fait des remarques, il suffit qu'il y ait le moindre commentaire et il part au quart de tour. Et un peu susceptible. Très susceptible, mais c'est très attachant aussi. Et le jour de la rentrée au lycée, il rencontre un garçon qui est son opposé absolu. C'est Iwashimizu, qui lui est très très grand, mais très effacé et hyper timide. En fait, il n'assume pas du tout sa taille et l'espace qu'il prend autour de lui. Et tous les deux, pour des raisons assez complexes, finissent par devenir amis. Et Iwashimizu fait découvrir à Gion le rugby, qui est un sport qu'il a pratiqué au collège. Et Gion a le coup de foudre absolu pour le rugby, alors qu'il n'y connaît absolument rien. Et décide de rentrer dans le club du lycée. Sauf qu'il est persuadé que son ami va le rejoindre, et en fait pas du tout, parce que Iwashimizu, en fait, à cause de sa taille, a causé lors d'un plaquage une violente blessure à un de ses meilleurs amis, ce qui l'a complètement traumatisé, et donc il a complètement arrêté le rugby. Et en fait, on va suivre du coup l'évolution de ces personnages au sein du club. Est-ce que Iwashimizu va le rejoindre au final ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Comment Gion va s'intégrer malgré sa taille dans cette équipe-là? Et moi, vraiment, j'ai adoré. En plus, en général, je suis pas très manga de sport, c'est pas ce que je préfère. Ah, pourtant, il y en a des très bien quand même. Il y en a des très bien, mais en général, c'est vrai que c'est juste pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et pourtant, celui-ci, il m'a vraiment beaucoup plu. Et je pense que c'est notamment grâce aux personnages qu'on apprend à découvrir au fil des tomes, et vraiment ils sont tous très attachants. Et la relation qui se crée au sein de l'équipe et entre les différents personnages, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et puis on passe un peu par toutes les émotions en le lisant, parce que bien sûr on peut être à fond pendant les matchs, il y a des moments très très motivants, super excitants, d'autres moments beaucoup plus émouvants, et des trucs aussi, des passages qui sont vachement drôles. Je rebondis parce que je sais qu'il y a un animé qui est sorti. Oui. Et dont la suite, du coup, se fait toujours attendre. Oui, malheureusement. Mais c'est le même traducteur qui s'occupe de cette série. Ah, d'accord. Celui qui a fait l'animé qui, du coup, s'occupe de ce manga. Et oui, donc c'est dommage pour l'animé, mais en tout cas, le manga vaut le détour. Et nous, on va faire la série. Donc ça veut dire qu'en gros, même si la saison 2 n'est toujours pas sortie, le fait que ça sorte chez vous, les gens qui se sont plus ou moins arrêtés pourront continuer. Exactement, bien sûr, parce que du coup, nous, on va faire la suite. En plus, on l'a fait quand même assez rapidement. Donc, bien sûr, oui, les fans de l'animé pourront avoir la suite, enfin, maintenant, grâce au manga. Et même pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une très bonne porte d'entrée. Bon, bah c'est très bien. Donc, All Out, le tome 1 est déjà disponible. Et si je ne me trompe pas, le tome 2 sortira en novembre prochain. C'est ce que j'ai vu chez vous. Oui, ça doit être ça. Je dis pas de bêtises. Je te fais confiance, ça doit être ça. Donc on me jette la pierre si jamais je dis n'importe quoi. C'est ça, il est parti en impression en tout cas, donc je pense que ça doit être ça. Ok. Bon, en tout cas, si vous êtes fan de rugby et que vous êtes un peu hypé, parce que tu sais, les mangas de sport, ça marche toujours comme ça. Au début, on connaît pas trop, et puis on se dit, ah, je suis plus ou moins intéressé par ce sport-là. Il y a un manga en plus qui en parle. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec Slam Dunk. Voilà, donc, pour ça, je le dis, mais on ne parlera pas de ce manga. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes fan de rugby et que vous êtes hypé par la Coupe du Monde, foncez lire du coup All Out. Le tome 1 est disponible. Et puis, Elsa, vous en a très bien parlé. Donc voilà. Ça, c'était ton coup de cœur. Non, je pense que mon coup de cœur, ce sera Magou, mais on en parlera après. On en parlera après. Alors, on va venir à mon coup de cœur à moi. Et je sais que là-dessus, on va pas être trop... d'accord sur certains points. Il y a un manga qui est sorti là tout récemment, il est tout chaud, il s'appelle Kaina of the Great Snow Sea. Désolé pour la prononciation. Déjà, vous voyez visuellement, moi la cover, j'ai grave accroché et c'est ce qui m'a fait accrocher. J'ai toujours eu des bruits de couloir comme quoi on disait qu'une cover c'était toujours 30% des ventes. Un truc comme ça, on m'a dit. Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Voilà, et en vrai, quand j'ai vu cette cover, je me suis dit, wow, ce manga, il a l'air vraiment stylé. D'autant plus que la série, elle est créée par Tsutomu Nihei, donc du coup, qui est l'auteur de Blame, Aposisme et Night of Sidonia. D'ailleurs, Muse a fait un son qui s'appelle Night of Sidonia, si vous avez la référence. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur parce que du coup, on est sur une dystopie post-apocalyptique avec de la neige immaculée où on suit du coup l'histoire de Kaina qui vit tout en haut des cimes des arbres. C'est ça. Et en gros, en fait, Kaina fait partie d'un petit village, mais vraiment tout petit, où il n'y a quasi pas d'autres êtres humains. Non, c'est ça. En fait, ils vivent seuls au monde. Du coup, j'ai le manga là, juste là, avec cette magnifique couverture. Et je ne sais pas pourquoi on ne serait pas d'accord, parce que je l'aime trop moi aussi. Non, on n'est pas d'accord sur après ce qui va arriver. C'est ça, voilà, sur ce qui va arriver. Je préfère clarifier ça tout de suite pour le public. Là, on n'est pas d'accord sur un truc, mais c'est pas ce manga. Ce manga, on l'adore tous les deux. Et du coup, oui, comme il le disait très bien, ça se passe donc dans un monde un peu post-apocalyptique où au-dessus des arbres, sur une genre de
d'immenses canopées. On a le tout petit village où vit Kaina, où ils sont littéralement peut-être 10 ou 15 habitants, et ils pensent être les derniers êtres humains au monde, parce que tous les villages, en fait, enfin tous les habitants sont morts les uns après les autres, parce que c'est très difficile de survivre là-haut. Et Kaina, en fait, est obsédé par ce qu'il peut voir depuis sa fenêtre, parce qu'en fait, en contrebas de ces immenses arbres, on a une mer blanche qui serait réputée inhabitée parce qu'il n'y a que de la neige, donc comment quelqu'un pourrait survivre dessus. Mais Kaina est persuadé, parce qu'il voit des lumières, que potentiellement il y aurait d'autres êtres humains sur cette mer blanche. Et un jour, il trouve, alors qu'il se balade sur la canopée, une jeune fille qui est complètement évanouie, qui ramène chez lui et qui en fait se révèle être la princesse Lilira, qui en fait est une princesse d'un royaume qui du coup est situé sur la mer Blanche, donc en dessous, et qui fait de la résistance parce qu'en fait son royaume est en guerre avec un autre royaume et leur situation est critique. Et donc Lilira est partie à la recherche d'aide, elle est partie chercher du secours et c'est comme ça qu'elle a réussi à atteindre la canopée et découvrir d'autres êtres humains et rencontrer Kaina. Et c'est à partir de là que l'histoire commence. Mais c'est assez étrange parce que en vrai dans Kaina déjà lui il est persuadé qu'il n'y a pas d'autres humains, même malgré le fait qu'il voit des lumières et qu'il peut potentiellement se dire en bas il y a de la vie, comme en fait au final cette princesse qui va remonter tout en haut. Donc en fait pour moi c'est vraiment deux mondes différents qui vont se croiser et en vrai ce tome 1 n'est que le début en fait de leur aventure. Moi franchement quand j'ai lu la fin je me suis dit oh c'est fini ça y est. Oui c'est vrai que moi j'ai déjà lu le tome 2 du coup je suis plus satisfaite que toi. Mais c'est vrai que oui on a tout de suite envie de connaître la suite et de savoir où ça va aller parce qu'effectivement même ils vivent quand même dans des cultures qui sont très différentes et ils savent rien en fait de ce que l'autre a vécu toute sa vie et on a vraiment, mais moi je pense qu'aussi, donc bien sûr l'histoire est très intéressante et les personnages aussi, mais je pense que la grande force de ce manga c'est les dessins et l'atmosphère qui sont juste incroyables. Je pense que je sais pas si on va pouvoir vous montrer quelques images. On ne va pas voir grand chose malheureusement, ça ne rend pas hommage à la beauté. Les dessins sont très beaux. Mais les dessins sont juste sublimes et il y a vraiment une atmosphère qui se dégage à la Nausicaa où on a vraiment l'impression d'être plongé dans ce monde. En plus on a des insectes géants et on a toute cette ambiance, cette atmosphère et pour le coup parfait pour l'automne. Je vais le redire pour une autre série. C'est un très bon manga parfait pour l'automne. Clairement on a bien choisi le manga pour cette saison. Mais oui, celui-ci vraiment très très beau et une fois qu'on est plongé dedans, il y a vraiment quelque chose qui se crée et on est complètement happé par cette atmosphère, oui, à la Ghibli, quoi, qui est vraiment très, très, très D'ailleurs, on a une question dans le chat de Cora618 qui demande si Kaina est un garçon ou une fille. Kaina est un garçon. Voilà, parce qu'à la cover, on dirait pas comme ça. Non, on dirait pas. Du coup, Kaina est un garçon. Oui, c'est vrai, Kaina est un garçon et après, il va rencontrer une fille. D'ailleurs, Kaina est le seul garçon, enfin jeune, et le seul jeune de son village. Oui, c'est ça en fait. Il est le seul, il doit avoir peut-être, on va dire, il a, je pense, 16-17 ans. Et en fait, tous les gens avec lesquels il vit, donc son village, sont des personnes âgées qui doivent avoir dans les, on va dire, plus de 60 ans, voire jusqu'à 90. Et tous sont assez inquiets pour lui parce que c'est la dernière personne. Déjà, il doit subvenir à tous leurs besoins parce qu'ils sont plus assez en forme pour eux-mêmes chasser leur nourriture, trouver de l'eau, et donc déjà il doit entièrement... En fait, il fait tout le boulot pour le village. Exactement. Et en même temps, il est aussi très seul parce qu'il n'a jamais eu personne de son âge avec qui discuter, avec qui parler et échanger. Même s'il aime beaucoup les gens de son village, au final, c'est... Et ça, justement, en fait, au fur et à mesure de ma lecture, c'est une question que je me suis posée. Comment Kaina est arrivé là? Parce qu'en fait, moi, ça m'a frappé de le voir avec des personnes beaucoup plus âgées que lui. Oui. Et au final, je me suis dit, en fait, Kaina, comment ça se fait qu'il est là? Est-ce qu'il a eu des parents avant? Est-ce qu'il a été adopté? Peut-être que lui, il vient d'en bas. En fait, on n'en sait rien. Donc, vraiment, lisez ce manga parce qu'il est très intéressant. C'est sûr. Il y a beaucoup de mystères parce que tu soulèves celui-là, mais il y en a plein d'autres. En fait, il y a plein de petits mystères en trame de fond. On se demande, mais alors, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, il y a pas mal de légendes, etc. Et beaucoup de questions sur savoir est-ce que ces légendes sont vraies ou pas. Vraiment, beaucoup de petits mystères où petit à petit, on apprend les réponses. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, juste avant de revenir sur Kaina, je vous rappelle, il y a un jeu concours pour pouvoir gagner l'une de ces nouveautés. Le mot qu'il faut rentrer dans le chat, c'est belle rentrée et à la fin, donc belle rentrée. Et puis après, on sélectionnera quelqu'un parmi vous pour pouvoir gagner ces titres. Juste pour revenir sur Kaina, il y a un animé qui est disponible. Et alors, vous avez vu la tête, c'est là on va pas être d'accord du tout. C'est que moi je trouve que l'animé est vraiment sublime. Alors j'avais déjà aimé le manga et c'est après je me suis dit, oh il y a un animé disponible sur Crunchyroll et ça m'a vraiment frappé. Après j'ai pas regardé tous les épisodes parce que je ne savais pas si c'était en continuité avec le manga parce que pour l'instant il n'y a que 2 volumes. Oui, mais du coup, et c'est là qu'on n'est pas d'accord, c'est que moi je trouve que le manga est vraiment mieux que l'animé. L'animé est pas mal, mais moi je trouve que l'animation est très particulière et personnellement elle m'a... Je sais pas, je ne l'ai pas vraiment apprécié, alors que les dessins vraiment de Kaina m'ont transporté dans cet univers. Je trouve qu'il y avait une barrière avec l'animation qui était quand même un peu avec des effets un peu 3D.
peut-être un peu, je sais pas, haché, je sais pas, ça m'a pas marqué alors que le manga vraiment est un gros coup de cœur. En fait, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire parce que ce côté 3D de l'animé dans Kaina, alors vous allez le voir, hein, de toute façon, il y a des différences entre le manga et l'animé, ça se voit tout de suite, mais ce côté un peu CGI m'a fait penser à l'animé Berserk un petit peu de 2016, où en fait tu les sens un peu saccadés dans leurs mouvements. Et je peux comprendre, mais après moi ça m'a pas tant dérangé parce qu'il y avait des belles lumières, et puis quand tu lis ce bouquin, parce que en vrai il y a beaucoup de pages blanches, parce que bah, du coup voilà. Pas blanche, mais de beaux. Oui, de beaux fonds. De beaux fonds, en fait. Voilà, on va avoir une double page. Il y a beaucoup de doubles pages magnifiques où on va voir en fait des immenses paysages qui sont juste à couper le souffle. Je viens de repenser à ce que je viens de dire. Vous achetez un manga, il n'y a que des pages blanches. Effectivement, ça va pas le faire. Mais non, oui, et effectivement, je suis d'accord avec toi et je trouvais que c'était bien sublimé par l'animé. C'est pour ça que y a un contraste entre bah, du coup ce fond blanc, ce que tu n'as pas du tout dans Kaina, parce que quand je l'ai vu l'animé, ça m'a frappé de me dire ah ouais, en fait, c'est vraiment un monde post-apocalyptique avec beaucoup plus de couleurs sombres. Moi, j'ai trouvé. Peut-être, mais honnêtement, moi je trouve que ça se ressent quand même mieux dans le manga. Et justement avec ces magnifiques doubles pages, et même le dessin qui, voilà, et je sais pas, il y avait quand même vraiment, je trouve, une valeur ajoutée avec le manga. La beauté des dessins, on la perd avec l'animé, alors que là, bah, vraiment, on a tout, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Bon, en vrai, Kaina est quand même, on vous le recommande, hein, Elsa et moi, on vous recommande vraiment de lire Kaina parce que c'est une belle découverte. Je sais que le tome 3 va sortir au Japon là, dans quelques jours. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas voilà, très belle cover, très belle page, et puis bah, en fait vous allez être tout de suite happé et rentrer dans cet univers où il y a beaucoup de questions, et je vous assure que moi j'ai vraiment été conquis. J'ai même regretté, j'ai perdu le tome 1 à Medinasia à Bruxelles, je l'ai laissé dans le car comme un idiot, du coup je l'ai racheté le lendemain et j'étais dégoûté, et en plus j'avais commencé à le lire pour te dire, donc en vrai voilà. Belle rentrée, pourquoi on dit belle rentrée? Bah parce qu'en fait il y a un concours, donc je vous le rappelle, vous tapez belle rentrée dans le chat et vous allez pouvoir gagner l'une des nouveautés qu'on a énoncées. On a parlé de All Out juste avant, là on a parlé de Kaina et on va continuer avec les nouveautés, donc n'hésitez pas à taper belle rentrée et quelqu'un vous sélectionnera, Pika Live vous sélectionnera et vous tirera au sort. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous lis en même temps. On va continuer, alors là c'est quelque chose qui est sorti aujourd'hui, que tout le monde attendait, et j'espère que vous l'êtes procuré dans le chat. Si ce n'est pas fait, en tout cas, vous allez pouvoir le gagner dans quelques instants. Il va falloir rentrer un nouveau mot, et ce mot, c'est Projet Blue Lock, Projecto Blue Lock, ou Projet Blue Lock, comme vous voulez. En tout cas, vous écrivez Projet Blue Lock dans le chat, et justement, Blue Lock, on va en parler, parce qu'on est déjà au tome 16, et pour la rentrée, vous avez décidé de faire les choses en grand, et de sortir un beau coffret collector. Tu veux le montrer ou, Oui, avec grand plaisir. J'espère qu'on le verra assez bien, mais du coup, il est magnifique. Et il y a plein de choses à l'intérieur. On va vous faire l'unboxing en live parce que, en vrai, là, il y a beaucoup de choses. Non seulement, on a déjà, bon, bah, du coup, toujours tome 16 avec de grands matchs à l'intérieur, mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce coffret, c'est quand même le guide officiel. Bien sûr. Et du coup, je vais sortir. Vas-y, je t'en prie. On vous fait un petit unboxing en live, on vous montre un peu tout ce qu'il y a pour ce et donc, tome 16 du coup, oui, qui est du coup bah, un tout beau guide officiel de Blue Lock qui couvre toute la série jusqu'à présent. Et dedans, il y a plein de choses. On a des pages couleurs, on a des interviews de l'auteur. On a aussi des fiches de personnages. Il est là. Un storyboard initial du premier chapitre. Et on a aussi des croquis, les premiers croquis des personnages. Du coup, je vais vous le feuilleter quand même que vous voyez des choses. Tiens, en fait, c'est celui-là. Ah, pardon, mais qu'est-ce que je fais tout à l'heure? Mais que quelqu'un m'arrête? C'est celui-là. En fait, mais mon Dieu, n'importe quoi. Ça, c'est le je me disais aussi que c'était bizarre. Eh ben, j'aurais dû réagir bien avant. Ouais, t'es honte sur moi. T'inquiète. On reprend, c'est lui tout beau. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Et donc, du coup, à l'intérieur, donc les fiches personnages dont je vous parlais. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Parce que moi, je suis très fan des guides officiels parce que tu en apprends vraiment beaucoup plus sur les persos. À l'intérieur, vous allez voir, il y a de très belles pages couleurs dès les premières pages. Hein. Oui. Et vraiment, pour le coup, en plus, voilà, avec des chara design super bien travaillés. Vous le voyez juste là, donc ça, c'est à la fin, avec vos personnages favoris. Et en vrai, je trouve que c'est une bonne initiative.
parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que 16 tomes de disponibles. Et au bout de 16 tomes, je me suis dit, bon, un petit guide officiel, ce serait vraiment pas mal. Et là, vous avez fait les choses bien. Là, vous avez les croquis des premières esquisses, des premiers chapitres de Blue Lock, juste là. Donc, ouais, le très beau aussi, on le voit à la caméra. Donc c'est vraiment des toutes premières esquisses. Vous avez aussi des interviews spéciales de Muneyuki Kaneshiro et de Yusuke Nomura, donc les auteurs du manga. Et puis après, il y a un autre truc qu'on va vous montrer aussi. Est-ce que tu as montré les pages couleurs du début? Oh, les pages couleurs du début, non. Voilà, celles-là, elles sont incroyables. Il faut que vous les voyez parce que, en vrai, c'est sûrement ce que vous avez peut-être gagné tout à l'heure. Projet Blue Lock dans le chat. Hop, du coup, j'en montre une autre. Oups. Voilà. J'aime beaucoup, c'est vraiment très beau. Et tout ça dans ce coffret. Ensuite, on a le tome 16. Donc là, vous le voyez sur ce tome 16. Alors, je me permets d'enlever la jaquette parce que, bien évidemment, qui dit coffret collector, dit jaquette exclusive. Juste ici, vous le voyez. Voilà, le bac. Donc vraiment là, vous avez de quoi faire pour ce coffret. Et en plus de ça, vous nous avez rajouté une petite exclue. Alors là, quand j'ai vu ça dans mes notes, je me suis dit, ah ouais, vraiment là, je trouve que c'est le meilleur pack que vous ayez fait, honnêtement. Et en plus de ça, on va encore rajouter des choses parce que ce n'est pas terminé. Donc à l'intérieur, on a dit, il y a le guide officiel, il y a le tome 16 de Blue Lock, mais en plus de ça, tiens, je te laisse le retirer à l'intérieur. Bien sûr. Hop là. On a une petite enveloppe. Petite enveloppe, on se croirait et à l'intérieur, on a exactement un billet doré, vraiment très joli. Voilà, c'est un billet doré que vous pouvez retrouver dans les packs collector. Alors attention, il y a 3 personnages à l'intérieur, il y a 3 modèles qui reprennent chacun une illustration des personnages de la série. Donc on a Yoichi Isagi, si je ne dis pas de bêtises, qui est tiré à 15 000 exemplaires. Donc c'est celui que tu as eu entre les mains. Exactement, qui est le plus facile à avoir. Voilà, après on a Bachira qui est à 9 000 exemplaires. Je ne suis pas sûre des tirages, mais c'est sûr qu'en tout cas il est plus difficile à avoir. À peu près, hein, je lis mes notes. Et après on a Nagi. Et alors Nagi, apparemment, ce serait le plus rare pour 3000 exemplaires. Donc, en vrai, vous pouvez faire des échanges avec vos copains, voir... Alors, hein, j'ai bien échange et pas de resell. Attention, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez un beau coffret collector avec pas mal de choses à l'intérieur. Là, vous le voyez ici, donc tout ce qu'on a résumé au dos. Donc, vous avez la jaquette réversible, le guide officiel. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un guide officiel aujourd'hui. C'est tout ce que les auteurs, vous savez, les auteurs de manga ne peuvent pas tout insérer dans leur manga. C'est pour ça que tous ces trucs qui sont mis... de côté par l'éditeur, vous le retrouvez dans ces guides officiels et justement je trouve que c'est une mine d'or d'informations et vous en savez un peu plus sur vos mangas favoris en sachant que Blue Lock c'est toujours le manga qui se vend le mieux au Japon. Oui. L'un des mangas en tout cas qui se vend le mieux au Japon. En ce moment, c'est vraiment la plus grosse vente. Et ça n'arrête pas, hein, c'est-à-dire que hormis là on a un événement de Coupe du Monde du rugby, on en aura d'autres qui vont arriver l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, on sera en 2024. Donc en vrai, Blue Lock n'arrête pas. Ah non, pas du tout. C'est un succès de dingue. C'est un succès de dingue. Et même en France, les chiffres continuent de monter et on est super fiers du succès de cette série qui le mérite. Ouais, franchement, je le vois. Et attention, parce que en plus du coup de ce tome collector et de ce coffret, il y a une opération spéciale. Vous le savez, il y a le tome 2 de l'épisode de Nagi. Si je dis pas de bêtises, qui est sorti ou il est sorti? Oula. Il est sorti. Il est sorti, on dit qu'il est sorti, voilà, je ne dis pas de bêtises. Et vous allez pouvoir, avec vos libraires, pour l'achat d'un tome de Blue Lock et d'un autre tome d'une série de Pika, vous allez pouvoir repartir avec des standees. Donc vous savez, c'est les petits standees acryliques. L'année dernière, il y en a 2 qui sont sortis. Un sur, si je dis pas de bêtises, Isagi et Bachira. Et là, cette année, et du coup, vous aurez celui de Nagi ou de Chigiri. Donc ils font 10 cm de hauteur. Je ne sais pas si on a un visuel ici la régie pour nous montrer. Si auquel cas, si on l'a pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que c'est une opération spéciale. Donc n'hésitez pas à vous les procurer. Ils sont juste là. Ils sont juste derrière nous. Voilà, on va pouvoir les sortir. Oh là là. Alors du coup, ça c'est les nouveaux et les précédents. Donc, voilà, exactement. Donc
Du coup, ce qu'on va avoir, c'est ceci. C'est ces deux-là, exactement. Voilà, donc très beau. Opération spéciale pour l'achat de 2 mangas Pika édition. Un tome de la série Blue Lock ou épisode de Nagi, vous voyez avec votre libraire. L'année dernière, c'est ceux-là qui sont sortis juste ici. Donc vous voyez, Pika ne vous oublie pas. Voilà, vous le voyez ici, juste là, je te pique le deuxième. Voilà, ils sont là. Et en fait, j'ai l'impression que chaque année, vous allez pouvoir compléter du coup ces petits standees. Donc je pense qu'en fait, on n'est pas au bout de nos surprises. Vous allez nous réserver encore quelques petites surprises vis-à-vis de Blue Lock. Donc n'hésitez pas, je le répète dans le chat, projet Blue Lock. Là, le CM, j'adore parce que franchement, il choisit des mots comme ça. Projet Blue Lock, chapitre 1, vous le savez, donc vous tapez ça dans le chat. Et puis l'un de vous repartira avec tout ce pack. Franchement, je trouve ça très joli. Et j'espère repartir avec le mien en fin d'émission. Voilà, comme ça, c'est dit. Allez, on va continuer avec les grosses sorties. Et on va passer du côté de Nobinobi. Et là, j'ai eu un petit coup de cœur pour le titre dont on va parler, puisqu'il s'agit de Magu, God of Destruction. Et du coup, c'est le titre dont je te parlais tout à l'heure, qui est mon coup de cœur aussi. Il est absolument génial, il faut que vous le lisiez. Voilà, une fois que c'est dit. Et du coup, donc c'est la grosse sortie de Magu, la grosse sortie de Nobi, je veux dire, Magu, une série qui est terminée en 9 tomes. Exactement. Et donc là, le tome 1 vient de sortir. Et c'est une série, mais hilarantissime, qui raconte l'histoire donc de ce petit démon qui est en fait un dieu de la destruction. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est ça. Qui s'appelle Meg Manwek et qui... Ah, tu l'as bien dit. Parce que moi j'ai galéré, hein. J'ai galéré. Vas-y, redis-le. J'ai un doute soudain. Meg Manwek, il me semble. Et du coup, un dieu de la destruction qui, il y a des centaines d'années, s'est battu contre des guerriers humains. Il a été vaincu et scellé. Et donc pendant des siècles, on l'a plus revu. Et un jour, Loulou, qui est là, le trouve sur une plage et en fait le libère et se retrouve avec lui sur les bras. Sauf que bien sûr, entre-temps, et avoir passé des siècles scellé ne lui a pas fait du bien, donc il a complètement changé d'apparence et il a perdu, on va dire, toute sa force. Et donc son nouvel objectif maintenant, c'est de retrouver un peu le pouvoir qu'il a perdu en commençant par rassembler des fidèles autour de lui qui vont le vénérer comme il était vénéré dans le passé. Exactement, oui, c'est vrai. Et donc, et donc il part en quête de fidèles, à commencer par Loulou qui est sa première apôtre et qui doit en fait concrètement être sa serviteur et faire absolument tout ce qu'il lui demande. Et c'est juste, mais en fait, il faut lire pour comprendre, mais entre les dialogues, les scènes, mais vraiment, moi, j'en pouvais plus, j'ai pleuré de rire à la moitié du... Moi, j'ai vraiment aimé le premier chapitre et je ne savais pas à quoi m'attendre. Je vous le dis encore une fois, ne vous fiez pas à l'apparence. Vous voyez une petite fille mignonne avec une espèce de petite bestiole sur la tête. En vrai, on rentre vraiment dans une relation entre un démon qui veut juste assouvir la planète et les humains, avec une fille complètement naïve qui, elle, malheureusement, se sent seule parce que elle a quand même une triste histoire. Oui. C'est qu'elle elle a perdu son père et sa maman travaille beaucoup. C'est ça, et du coup, en fait, elle vit toute seule au final parce que sa mère, comme elle doit partir souvent pour son travail, elle part des semaines et donc elle la voit pas. Et pendant ce temps-là, Lou doit subvenir à ses propres besoins toute seule et donc forcément, elle se sent seule, elle aimerait bien avoir un ami et en fait, son ami, c'est le dieu de la destruction sur lequel elle tombe sur cette plage et qui se révèle pas forcément être le meilleur ami qu'on puisse choisir. C'est ça, et surtout que lui, il galère parce qu'en fait, le corps que vous voyez, ce n'est pas son corps de base. Quand vous relisez les premiers chapitres, je sais pas si on peut montrer les premières pages pour voir à quoi il ressemble, parce qu'en fait, de base, il a un côté vraiment badass. Bien sûr, voilà, on le voit du coup ici, si on arrive à zoomer un peu, parce que là, on ne voit pas très bien, mais du coup, il est là. Exactement. Alors là, vous allez voir une boule d'énergie, mais en vrai, ça. Voilà. Et donc voilà, là, on l'a avec sa vraie forme. Exactement. Donc en fait, il est pas beau du tout et en fait, il se réincarne. Est-ce qu'on peut dire qu'il se réincarne en espèce de slime entre guillemets, un petit peu, c'est un petit peu un genre de poulpe qui en plus peut absorber la nourriture par en dessous. Enfin, c'est super dégueu. Et vraiment. Surtout qu'il mange du natto, ce qui n'est pas forcément très bon de base aussi. Donc effectivement. C'est ça. Et donc du coup, on le voit en fait, va créer des cataclysmes dans la vie de cette pauvre Loulou. Et moi vraiment, il y a plein de choses que j'ai adorées. Bon, bien sûr, l'humour. Je pense que c'est le numéro 1. C'est tellement drôle. Et je pense que c'est particulièrement fait pour les fans d'Iruma.
Si vous aimez la vibe Iruma et l'humour d'Iruma, c'est vraiment ça, je pense x10. Et vraiment donc super jouissif par rapport à ça. Et puis on a aussi des personnages, parce que même si c'est très drôle, on a aussi une vraie relation qui se crée entre les deux. Et mine de rien, c'est quand même très touchant. Et on a des personnages qui sont vraiment haute en couleur. Donc bien sûr, on a ces deux-là, mais il y en a d'autres. Et vraiment, dès qu'il y en a un nouveau qui débarque, moi j'en pouvais plus. En fait, je trouve que dans le speech de départ, bon, parce que je pense que c'est un shonen. Oui, c'est un shonen. Type shonen, c'est un titre de la Shueisha, si je ne me trompe pas. C'est un titre de Shueisha. Donc qui est sorti entre 2020 et 2022. Et en vrai, c'est vrai que le speech, moi, me fait penser à d'autres mangas, dont un j'avais en tête, c'était plutôt plus ou moins Gacha Bell, parce que tu vois, on est avec un enfant qui a un espèce de démon, qui a des pouvoirs, etc. Donc je pense qu'ils vont en rencontrer d'autres au fur et à mesure. Mais même si il y a ce côté un peu kawaii, il y a ce côté aussi développement des personnages, la relation qui est complètement à l'opposé et qui, au final, je pense que ce dieu de la destruction va s'attendrir un petit peu, s'attacher ou pas, je ne sais pas, j'ai pas lu la suite, mais en tout cas, je trouve que c'est un titre qui est vachement prometteur et en tout cas, ce tome 1 m'a vraiment plu. Oui, moi aussi, vraiment, j'ai adoré. Puis la traduction, vraiment, chapeau bas au traducteur parce qu'il a fait un travail de fou et ça se voit, bon déjà parce que dans l'humour, il le rend mais impeccable, mais il y a aussi la façon de parler de Magou qui est très particulière et moi, personnellement, c'est une des choses que j'ai le plus adoré. En fait, il parle vraiment comme un grand seigneur, hyper grandiloquent, il utilise toujours des termes pas possibles et il parle à tout le monde comme si c'était ses serviteurs et vraiment, mais à lire, rien que les dialogues, rien que toutes les bulles où quasiment Magou parle, j'en pouvais plus. Et puis après, les scènes, mais vraiment... Découvrez-le, vraiment, ça vous le détend. Et parce qu'en fait, il y a un décalage. Il faut savoir que ce seigneur de la destruction, il a été enfermé pendant 600 ans. Donc c'est comme si il arrivait dans notre monde aujourd'hui, il découvre qu'il y a Internet, qu'il y a plein de choses, et que les humains se sont développés, alors que lui, il les considère comme une sous-race. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, clairement, je n'osais pas dire le terme, mais c'est ça. Voilà. Donc en tout cas, Magou, God of Destruction, c'est sorti depuis le 6 septembre dernier, donc je pense que le tome 2 devrait pas tarder à sortir peut-être le mois prochain, j'ai pas trop regardé là-dessus. Mais en tout cas, c'est en 9 tomes, donc si le speech de Elsa vous a plu, n'hésitez pas. En tout cas, nous, c'est un autre coup de cœur à tous. Et là, on est d'accord. Oui, là, on est totalement d'accord. Là, on est d'accord. Ok, bon, là, ça va, on est en phase alors. Bon, c'est parfait. Voilà, donc en tout cas, c'est chez Nobi Nobi, et c'est un titre qui est à mettre entre toutes les mains, que vous soyez adulte ou adolescent. En vrai, c'est un très bon titre et c'est en 9 tomes, donc franchement, faites-vous plaisir. On va continuer, toujours chez Nobi Nobi. Avec un petit titre, je dis petit parce que du coup, vraiment, c'est le terme. On va parler de Cheetah, la forêt des minuscules. Oui, qui du coup est vraiment trop bien. De toute façon, c'est pour ça que je voulais participer à Speak Actu. J'aime tous les titres dont on parle aujourd'hui, de toute fois que c'est fait. Et on n'est pas des vendus, attention, c'est vraiment parce qu'on a aimé les titres. Hein. Je lève les mains. Et du coup, celui-ci, pour vous en parler, c'est l'histoire de Cheetah qu'on voit ici. Et en fait, c'est un tout petit homme. En fait, lui et son peuple sont des êtres minuscules qui vivent dans une grande forêt. Et pour vous donner une idée de leur taille, ils sont plus petits que des souris. Ce qui fait qu'en gros, tout ce qui vit autour d'eux dans la forêt est potentiellement une menace. Parce qu'une souris, en fait, c'est un monstre énorme pour eux. Et même des fourmis, les fourmis sont terrifiantes là-dedans. Et donc, on suit Cheetah son père était un grand guerrier qui l'a laissé dans une colonie d'êtres de son peuple avant de partir. Et donc, il l'a quasiment abandonné. Et Cheetah a quand même réussi à trouver le bonheur dans cette colonie en rencontrant des gens. Et surtout, grâce à son meilleur ami, Nara. Ils sont devenus inséparables, ils ont grandi ensemble, sauf que en fait Nara c'est un peu un casse-cou qui rêve d'aventure, qui est complètement fan du père de Cheetah et qui aimerait suivre ses traces. Et donc quand un jour il voit au loin une fumée se dégager, Nara est obsédée par cette fumée, veut absolument savoir ce qui se passe, ce qui se trouve là-bas. L'appel de l'aventure. Hein. Exactement, et du coup contre l'avis de tout le monde, il finit par s'enfuir en pleine nuit pour aller mener son enquête. Le truc, c'est que c'est hyper dangereux pour ces êtres de se balader dans cette forêt tout seul, surtout que Nara, c'est encore un enfant, donc il n'a pas du tout les notions pour survivre dans la nature, et donc très vite, le village abandonne les recherches en disant que c'est trop dangereux, et donc il le laisse à son sort, parce que de toute façon, ils sont persuadés qu'il est mort, que c'était trop dangereux pour lui de survivre. Ça, j'ai trouvé ça très très dur. Hein. Très, à la première lecture, je me suis dit, oh bon, il est peut-être mort, on va peut-être pas y aller. Hein. Mais en vrai, je sais pas que je les comprends, mais ils sont tellement habitués à leur mode de vie, exactement. Et que autour d'eux, tout est dangereux. Ils vivent dans un espèce de tronc d'arbre qui est vraiment, on va dire, isolé de tout ce qui est rapace et toute bête qui pourrait les attaquer. Et en vrai, je pense qu'ils se sont un peu laissés aller et au final, ils ont
peur de l'extérieur. Exactement, et en fait le monde à travers leurs yeux, c'est ça qui est incroyable, est vraiment terrifiant parce qu'en gros toutes les créatures sont des prédateurs, toutes les créatures sont des prédateurs potentiels et ils ont quasiment aucune arme en fait pour leur résister, ils ont des petites armes mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça vu leur taille, et donc en fait ils sont des proies faciles pour tout le monde et donc ils vivent cachés dans ce tronc d'arbre et au final ils n'en sortent quasiment jamais. Sauf que Chihita finalement va décider d'aller à l'encontre de tout ce qu'on lui a appris et d'aller sauver son ami, et donc il part seul traverser cette forêt pour aller le sauver. Pourtant c'est pas le plus courageux. Alors que c'est pas le plus courageux et qu'à la base il a toujours dit à son ami Nara qu'il voulait pas le suivre dans ses aventures, il essaie constamment de le réfréner, et du coup c'est assez touchant de voir que Chihita, qui vraiment est quelqu'un qui préfère rester en sécurité avec ses amis à l'intérieur, décide en fait d'aller à l'encontre de tout ce qu'on croit et et de vraiment de montrer son courage en allant chercher son ami. Et je trouve que d'ailleurs l'amitié entre ces deux garçons est vraiment très touchante. Et Chihita est vraiment adorable, et on découvre du coup à travers cette quête dans la forêt tout ce qui l'attend. Et bien sûr, comme je vous le disais, en fait, c'est vraiment un titre où on voit à quel point le monde peut être cruel et effrayant pour des petites créatures comme ça. Exactement. Alors déjà, vous fiez pas, et je le dis depuis tout à l'heure, vous fiez pas aux couvertures parce qu'en fait, vous avez l'impression que c'est mignon comme ça et que c'est tout beau, alors qu'en fait, la force de ce manga, c'est aussi sa noirceur et son contraste. Et là, vous exactement, montrer une page. Je vais montrer une page. En fait, c'est vraiment pour vous le préparer psychologiquement. C'est qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment pour tout public, comme je disais, parce que le truc, c'est qu'on a à la fois ce dessin très kawaii et en même temps un monde qui est quand même très dur. Et donc là, vous pouvez voir, ici, ça c'est une montagne de cadavres dans laquelle il est obligé de chercher son ami. Merci pour ce zoom incroyable, Larry. Et du coup, il y a quand même, et on peut voir par exemple, et moi je vous dis, les belettes et les fourmis, mais j'en dors plus la nuit quand on est dedans, ils sont terrifiants. Et c'est ça, parce que en fait, on crée des monstres à partir du quotidien, et donc des petites créatures qui peuvent nous paraître mais vraiment inoffensives sont en fait vraiment terrifiantes là-dedans. C'est parce que pour nous, humains, on est au sommet, on va dire, de l'échelle, alors qu'en vrai, et je pense que vous l'avez vu, il y a plein de références, si vous avez vu Arrietty, ou ne serait-ce que Chérie, je rétrécis les gosses, alors ça c'est vraiment si vous avez la ref, mais en vrai de vrai, tout ce qui nous paraît insignifiant, on le voit à travers les yeux de Chihita aujourd'hui. Et c'est là où on se rend compte que la nature est vraiment impitoyable et il va le découvrir à ses dépens. C'est ça. Après, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Chihita, il a aussi un héritage. Oui. Celui de son père. Exactement, parce que du coup, comme on l'avait un tout petit peu abordé au début, son père était un grand guerrier qui a disparu depuis, mais qui lui a quand même légué des choses, et notamment une arme qu'il doit apprendre à utiliser. Et bien sûr, en fait, c'est quand même un manga où ça n'arrête pas, le rythme est assez, il est vraiment assez effréné, il se passe énormément de choses et du coup il y a quand même beaucoup d'action. On s'y attendrait pas comme ça en voyant la couverture, mais oui, bourré d'action et qui fait quand même un peu peur et assez, il y a vraiment des gros contrastes marqués, on disait, dans, on va dire, le dessin et les thématiques, et à la fois des choses très mignonnes et choupinettes et des choses qui sont bien plus dures et bien plus sombres. C'est pour ça que quand j'ai vu la cover, je me suis dit, oula, je sais pas à quoi m'attendre. Et en vrai, parmi toutes les nouveautés, c'est vraiment celui que j'ai lu en dernier. Et au final, même si j'ai eu un coup de cœur pour Kaina, je te cache pas que en vrai, j'ai été très surpris de me dire, de découvrir un ton assez mature au final, parce que c'est un livre qui est conseillé à partir de 11 ans et plus, parce qu'on est dans la catégorie Nobi Nobi, je le rappelle. Mais au final, est-ce que ce serait pas un titre pour, on va dire, adolescent et presque adulte plutôt que pour les enfants? C'est vraiment, d'ailleurs, j'ai posé la question à Nobi Nobi de où il le classerait, parce que vraiment, où il l'avait classé d'ailleurs quand ils ont pris la décision, parce que vraiment, j'aurais pas su le dire. Parce qu'on a à la fois le côté un peu enfantin quand on regarde la couverture et puis certaines pages, et en même temps, on a quand même des thématiques, et le traitement de ces thématiques rend le manga quasiment adulte. Donc vraiment, c'est pour ça que quand je dis que le manga est tout public, il l'est vraiment, c'est une des grosses forces de cette série. Ok, en tout cas... Mais tu sais que ça m'étonne pas en plus, excuse-moi, je te coupe. Non, mais on a le droit de se couper, t'inquiète, entre nous. Je rebondis par rapport au fait que tu adores Kaina. En fait, ça m'étonne pas du tout. Je vois un peu tes goûts quand même, parce que je trouve que Kaina et ce titre-là se ressemblent énormément. Exactement. Parce que les dessins des deux, en fait, c'est une de leurs forces. Les dessins sont vraiment magnifiques. Et puis, on a aussi vraiment cette atmosphère qui est très particulière. Nature hostile, en fait. C'est ça, de nature hostile. Du coup, dans un style différent, parce qu'on a la version plutôt science-fiction apocalyptique, et ici, plutôt forêt, mais gigantissime, avec cet aspect où ils sont tout petits et du coup le monde est grand.
Le monde est grand et effrayant à leurs yeux. Mais oui, on a vraiment quand même des atmosphères très fortes, très automnales. On est vraiment dans le thème encore. Et ouais, vraiment deux titres qui se ressemblent. Je vois tes goûts. Non, mais après, j'aime beaucoup tout ce qui est post-apocalyptique et survie. Vraiment, tu vois, par exemple, le titre pour moi post-apocalyptique qui me fait vraiment kiffer, c'est Akira, parce que pour moi, c'était l'un des premiers. Et ensuite, après, j'ai toujours aimé ces personnages qui doivent se débrouiller par eux-mêmes. Et le fait d'avoir une nature complètement inconnu, bah moi c'est vraiment le genre de titre que j'adore et c'est pour ça que celui-ci où voilà en plus j'ai l'impression que c'est un monde qui nous ressemble sauf que tu vois c'est des petites créatures, des contes, des légendes on en a entendu parler plein de fois et le fait que bah il y a un énième titre qui sorte à ce sujet sauf que là bah clairement on ne sait pas ce qui l'attend au bout de ce chemin parce que en fait quand vous lisez le manga la fumée elle paraît si près et à la fois si loin. C'est vraiment quand j'ai lu la première fois, je me suis dit ouais bon en vrai le feu de forêt, la fumée elle est à côté. On va pas parler de feu de forêt, mais voilà c'est pour moi ça semblait à côté alors qu'au final c'est loin et bah du coup son ami qui est parti, voilà il y a toute une quête initiatique de est-ce que ils vont le retrouver et puis on n'en a pas parlé. Il y a un deuxième personnage sur la couverture dont Chita va faire la rencontre. Qui lui, juste là. Voilà, elle va pas être très sympa avec lui, mais il va lui apprendre beaucoup de choses. Exactement, qui du coup, bah, on va laisser justement cette part de mystère, pour pas vous en dire trop, mais effectivement, disons juste que c'est un guerrier et qu'il a un objectif très particulier qui va clairement à l'encontre de ce que Chihita cherche à faire. Et donc du coup, bah, et c'est un peu des alliés, mais bon gré mal gré, ils n'ont pas trop le choix, ils sont obligés de travailler ensemble, mais avec des personnalités vraiment opposées, des objectifs très différents, mais aussi des visions du monde et des capacités très différentes. Et c'est vrai que ce guerrier a beaucoup à apprendre à Chihita sur la façon de survivre dans la nature. Exactement. Et bah, du coup, il y a cette relation pseudo-élève-maître. Après, on sait. Il y a encore plein de mystères, mais je vous assure, vraiment, ce petit titre, et c'est ce que j'ai précisé en début quand on l'a annoncé, il est à mettre entre toutes les mains. Ne vous fiez pas à la cover, et je pense que vous allez bien apprécier ce titre. En tout cas, il sort le 18 octobre prochain. Donc là, on l'a un peu en exclu. Oui, c'est ça. J'aime bien dire qu'on l'a un peu en exclu, parce que comme ça, ça la raconte un peu, tu vois. J'aime bien. En tout cas, le tome 1 sort le 18 octobre prochain. C'est dans la collection Nobinobi Kawaii. Kawaii. Bon, c'est pas si kawaii que ça, mais vous verrez. Et du coup, la série, elle est complète en 3 tomes. Donc en vrai, c'est rapide. Oui, exactement. Du coup, c'est une série, je pense que moi, je vais la dévorer en tout cas dès que les tomes prochains sortiront. T'imagines s'il retrouve pas son camarade à la fin? Franchement, en vrai, ce serait un plot twist de fou. C'est ça. Et honnêtement, ce serait possible. Hein. S'il retrouve pas Nara, ce serait incroyable. Ou s'il le retrouve mort, vraiment, moi, c'est ça qui me fait peur. On verra. On verra. Bon, en tout cas, Chita et la forêt des minuscules, vous savez, c'est chez Nobinobi dès le 18 octobre prochain. Donc, si vous voulez la réponse à votre question, vous n'avez plus qu'à vous procurer le bouquin. Tout à l'heure, j'ai parlé d'annonces, de grosses annonces. Est-ce que l'annonce est-elle prête ou pas? Est-ce que vous savez? Ah, bon, on peut faire rentrer. Il y a une grosse annonce qui va être faite, un titre qui va arriver du coup chez Pika. Je vais pas trop donner d'indices, mais c'est quand même un gros titre là qui est sorti récemment. Comment? Ah, et que Yona, c'est pas tout de suite, calmez-vous. Voilà. Si c'est ce que vous attendez, désolé, hein, j'ai pas d'oreillette, mais on me le souffle là-bas. En tout cas, ça va passer peut-être tout à l'heure, on vous dira. Mais là, il y a une annonce qui va être faite, un nouveau titre qui va arriver en 2024, si je ne me trompe pas, chez Pika. C'est un titre publié, je le dis ou pas? Dans quel magazine? Je peux dire le magazine ou pas? On peut dire le magazine? Non? Non? Bon, voilà, bon bref. C'est très difficile de teaser un titre sans pouvoir dire de quoi il s'agit. Mais en tout cas, c'est un shonen. C'est ce que je peux vous dire. Qui est sorti tout récemment, tout chaud. Donc faites vos pronos. Et peut-être que vous pourrez gagner ce titre un jour. J'annonce comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu? Est-ce que tu... Non. Mais est-ce que vous êtes content de l'avoir? Oui, on est trop heureux, vraiment. C'est vrai? Super heureux. Parce que déjà, Gachakuta, vous étiez très content. Ah oui, on était trop contents, de moi la première. Mais oui, et là, on y croyait, on le voulait et on l'a eu, on était trop heureux. Et il y a un peu... Enfin, au niveau du dessin, je trouve qu'il y a une vibe un petit peu dans les premiers chapitres que j'ai lus. Ça ressemblait un peu, enfin dans le dessin et dans le style, hein, attention, pas dans le scénario, mais en tout cas, j'ai beaucoup accroché.
Et du coup, cette annonce va être faite. Alors là, je suis en train de meubler en essayant de vous teaser avec Elsa, mais on ne veut pas trop vous en dire plus. Mais en tout cas, dans le chat, je vois pas mal de titres là qui sont en train de défiler. En tout cas, il y en a peut-être... Ah bah non, je sais pas. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a raison ou pas? Je ne sais pas. Mais on me dit pitié un shoujo. En tout cas, ça va être annoncé. J'attends juste que le directeur éditorial fasse son entrée pour vous annoncer ce titre. En tout cas, sachez que l'équipe de Pika est très impatient de vous annoncer ce titre. Il arrive l'année prochaine. Oui, c'est un shonen. Alors, je ne peux pas vous dire dans quel magazine il est publié, sinon vous allez le trouver tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, Elsa? Voilà, que c'est génial. Que c'est génial. Qu'effectivement, il y a une petite vibe Gachakuta, en tout cas au niveau des dessins. C'est pas la même chose du tout, mais que c'est très très beau. Et il y a une patte graphique incroyable. Et d'ailleurs, les protas me font penser à un autre manga, mais si je le dis, les gens ils vont trouver. Et j'ai pas envie de faire l'annonce avant que ce soit là. Mais en tout cas, sachez que c'est un gros titre. Et puis voilà, faites vos pronostics dans le chat. Moi, je vous lis de toute façon. Mais en tout cas, il y a pas mal de titres là. Vous êtes bouillant dans le chat. Vous êtes très très bouillant. Voilà. En attendant, est-ce que trailer et puis on arrive tout de suite. On vous la lance ça. C'est parti. Vous l'avez vu, juste avant, on a lancé le trailer de Hikaru. Mais avant de parler plus en détail, et ils m'ont rejoint pour en discuter. Bonsoir Amandine, bonsoir Mehdi. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, en détente? Bah on est bien, on est à la maison. Bah oui, t'es à la maison. Moi, je suis pas tout à fait à la maison, mais à l'aise quand même. À l'aise. Bon, de toute façon, on va parler de ce titre juste ici. Mais avant, on a quand même... Alors, j'ai essayé de meubler comme j'ai pu, Mehdi. Et heureusement que t'es arrivé parce que je n'en pouvais plus. Je t'attendais. Ah ouais? Je me suis dit comment je vais faire et tout. Parce que c'est super dur d'annoncer un titre sans donner d'indice. Ah, yes. Et du coup, je vais pouvoir te donner la parole et annoncer ce prochain titre qui arrive en 2024 chez Pika. Roulement de tambour parce que dans le chat, ils sont impatients depuis tout à l'heure. Allez, je te laisse l'annoncer. Eh ben, on est très fiers d'annoncer ce qui va être un des gros enjeux de 2024, c'est Goku Hakugai, un titre Shueisha du magazine Jump Square. Exactement. On a des titres de renom comme Blue Exorcist, Moriarty, Degreman et bien d'autres. Et ça, c'est juste tout ce qu'on a envie de lire en shonen. Ça va parler d'exorcisme, c'est un duo badass inoubliable. Et on a très hâte de vous en dire plus très vite. Mais voilà, en attendant, on vous a montré le tome, le petit visuel d'annonce. Et j'ai pas résisté au plaisir de ramener le magazine du premier chapitre. On a toujours ces petites pages couleurs de toute beauté.
Voilà. Alors là, regardez bien, parce que c'est les deux protagonistes que vous allez découvrir en 2024. Exactement. Alma et Tao, vous allez les adorer. C'est très énervé, c'est très classe. Voilà, c'est tout ce qu'on a envie de dire en shonen et ça monte en puissance au Japon. Et voilà, très hâte de vous en dire plus très bientôt. Je me suis permis de feuilleter tout à l'heure le tome 1 et je vous assure, les dessins sont vraiment très stylés. Et c'est tout ce qu'on recherche en termes de patte graphique dans un shonen. Vraiment, pour le coup, j'ai été bluffé. Je m'attendais pas à ça et avoir un duo, ils sont très charismatiques de ce que je veux. Alors, je lis pas le japonais. Hein, très charismatique, le scénario il est à la hauteur du graphisme là, qui a réussi à te séduire. Ça se passe dans un quartier assez mystérieux, très animé, donc le quartier Gokuraku qui est un peu le troisième personnage, on va dire, de la série. Peu comme une espèce de kabukicho, un petit peu le quartier à inspiré Tokyo. De ça, puis avec des influences aussi chinoises. Donc non, c'est vraiment du très très lourd et très gros enjeu pour l'année prochaine. Et bah je crois qu'en tout cas dans le chat tu en as satisfait plus d'un parce que là, alors déjà on nous dit une édition collector, calmez-vous les gars, directement. Juste d'annoncer le titre, vous demandez déjà des collectors doucement, mais en tout cas il y en a qui disent ah je pleure, je suis trop heureuse, félicitations, merci à vous, Pika je vous aime, 2024 meilleure année, j'y crois pas c'est trop bien, bah franchement voilà, que des bons retours, vous êtes mes stars, carrément c'est écrit, moi je lis le chat. Trop d'amour. Donc vraiment trop bien, trop bien. Donc on attend l'annonce plus officielle en tout cas, mais ça sort prochainement, donc restez à l'affût et on a hâte de découvrir du coup ce titre-là. Gokuraku. Voilà, Gokuraku. En plus je disais bien tout à l'heure. Tu dois croire en toi. Ah ouais, c'est pas, je bégayais trop, faut que je bois un peu d'eau. Bon en tout cas merci Mehdi pour cette annonce, vraiment merci incroyable. Dans le chat n'hésitez pas à vous partager sur les réseaux, n'hésitez pas à repartager et aller sur les réseaux sociaux de Pika. Et puis nous on va continuer ce focus deuxième partie. Puisque là, on va rentrer plus en détail. C'est pour ça que Amandine aussi, tu es là. D'ailleurs, je vous la présente. Tu tiens un podcast qui s'appelle La librairie Yokai. La librairie Yokai, exactement. C'est quoi? C'est tous les mois à peu près, c'est ça? C'est un épisode par mois qui revient en détail sur un yokai en particulier. Donc je pense qu'on va parler de yokai après dans l'émission pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais on revient vraiment en détail sur les origines, la pop culture, etc. Et puis vous m'avez peut-être entendu dans le Pika Podcast également. Exactement. Tu en as fait un tout, enfin il n'y a pas si longtemps que ça. Traductrice épisode. Régulièrement, ouais. Et on va parler de The Summer Hikaru Dai. Alors moi je vous cache pas que quand j'ai lu le tome 1, je me suis pris une claque. Vraiment je me suis dit waouh, qu'est-ce que je viens de lire? Parce que je suis pas spécialement fan des mangas d'horreur parce que j'aime pas lire ça m'angoisse. Alors pas que je sois non mais pas que je sois un peu flippé ou quoi, mais c'est que en vrai, je m'attendais pas, c'est-à-dire que déjà, il y a un contraste fort. Cette cover que vous voyez juste là, moi, je me suis dit, bon, ok, le mec a l'air cool, le fond est bleu, bon, c'est l'été, je m'attendais pas à voir un manga d'horreur, même si le titre, voilà, te met un peu plus dans l'ambiance. Et au final, au fur et à mesure de ma lecture, je me suis dit, ah oui, là, on rentre dans un univers très particulier. Moi, je suis pas fan d'esprit et on est clairement dedans. Et je ne saurais même pas dire si au final on est en présence de yokai ou est-ce que au final c'est pas plus que ça. Voilà, en tout cas, on va en rediscuter. Est-ce que l'un de vous se sent peut-être pour nous décrire un peu plus en détail le speech? Mehdi, est-ce que tu veux te lancer? Ou Amandine, je sais pas. Le pro, je pense, c'est toi qui connais mieux le titre. Tu prendras la main, comme tu es la pro des yokai après. Non, mais en tout cas, je tiens à dire que je crois que l'auteur serait très content d'entendre que tu t'es beaucoup questionné, parce que je crois que c'est précisément ce que le titre veut laisser comme impression. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Et en clair, voilà, ça parle de Hikaru et Yoshiki, qui sont deux amis d'enfance qui vivent leur petite vie dans un village reculé du Japon. Qui s'appelle Kubitachi. Et en fait, y a des choses étranges qui se passent 6 mois après la disparition de Hikaru, qui a donc le jeune homme aux cheveux blancs qui est sur la couverture du tome 1, parce que il y a 6 mois, il a disparu, mais là, il est de retour, et son ami Yoshiki ne le reconnaît plus. En fait, autre chose, semble avoir pris la place de Hikaru, une entité dont il ne sait pas grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que cette chose a l'apparence, l'odeur de Hikaru,
mais ça n'a pas l'air d'être Hikaru. Et je parle beaucoup au conditionnel parce que finalement le lecteur est un peu baladé et on n'est pas sûr de savoir ce qui se passe. Est-ce que Hikaru est mort? Est-ce qu'il a vraiment été remplacé par quelque chose, une entité? Est-ce que c'est Yoshiki, son ami, qui se fait des films? C'est un petit peu ça, en fait, le fil rouge de ce manga. C'est que le lecteur est baladé et il se pose des questions là que tu t'es toi-même posé. Moi, je me suis senti clairement baladé parce qu'en fait, dès les premières pages, en fait, ils sont là, ils prennent une glace, ils sont en train de discuter sur leur professeur. Et puis, la page d'après, il lui dit, en fait, t'es pas Hikaru. Et qui es-tu? Et moi, je me suis dit, waouh, ok, d'accord, donc ça commence comme ça. Et puis, effectivement, le masque tombe. Et oui, effectivement, je ne suis pas Hikaru, mais accepte-moi tel que je suis, parce que de toute façon, ton ami est décédé. Voilà, c'est un peu ça le speech de départ. Et en fait, on est dans une acceptation d'une personne qu'on ne reconnaît pas, qui n'est pas la personne qu'on connaît. Et moi, ça m'a perturbé. Vraiment. Mais ouais, c'est ça. Je pense que n'importe quel lecteur ou lectrice va être un peu perturbé parce que, en fait, il y a toujours un doute. À partir du moment où il y a cette situation entre les deux amis, il y a dans ce village-là, calme jusqu'à présent, il y a des choses bizarres qui commencent à se produire, qui touchent un peu au surnaturel. Mais là aussi, les victimes de ces événements, on a toujours un doute. Est-ce qu'elles sont en train d'halluciner ou est-ce que la mise en scène fait qu'on a vraiment l'impression que quelque chose de surnaturel s'est pointé dans ce village. Donc ça joue vraiment sur cette ambiguïté. Et c'est hyper bien amené avec le graphisme, les scènes un peu là de l'auteur qu'on a vu un peu défiler depuis tout à l'heure. Je suis d'accord. C'est assez étrange et assez jouissif en même temps comme impression. C'est une atmosphère où en fait c'est à la fois l'été, mais en même temps c'est un été à huis clos, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment... Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cliché pas des films d'horreur, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est vraiment toujours à huis clos. Moi, ça m'a fait vachement penser à Spiral de Ito, parce que, effectivement, tu as un village, il se passe des choses assez étranges, mais bizarrement, au final, il n'y a que Yoshiki qui ressent ces choses-là. Après, il va rencontrer d'autres personnages qui vont plus ou moins commencer à l'interpeller par rapport à Hikaru, mais tout le monde n'a pas la même sensibilité que lui à ce niveau-là. Donc... je sais pas, moi, ça m'a vachement perturbé. Et l'auteur, comme tu l'as dit, nous balade très bien. Et cet auteur, je crois que c'est son premier manga, si je dis pas de bêtises, non? Exactement. C'est un auteur qui avait déjà fait un petit Yomikili, un petit one-shot, en fait. Mais voilà, c'est sa première série régulière. C'est Moku Mokuren. Exactement. Qui, du coup... Un nom du yokai, effectivement. C'est ça. Ah, c'est un nom du yokai. D'accord. Ouais, je ne savais pas du tout. Demande à l'expert. C'est vrai. Alors, juste avant qu'on rentre plus en détail dans The Summer Hikaru Died, je vous rappelle qu'il y a un concours. Il vous suffit de taper dans le chat « C'est toi, Hikaru ?» d'interrogation. Et vous pourrez repartir avec le tome 1 ou, juste derrière Amandine, on a un très beau dictionnaire. Dictionnaire des yokai, l'intégrale, qui est juste là. Et je vous assure que nous, à Tomodachi, on a une amie qui l'a. Elle nous a fait toute une chronique dessus et vraiment c'est incroyable. Et un très bon dico que j'ai toujours pas, qu'il faut que je récupère à l'occasion. Mais on en apprend beaucoup de choses. Et peut-être que, je sais pas si ça a été l'une de tes inspirations, mais toi, comment t'es rentré dans cet univers des yokai? Dans le monde des yokai. J'aimerais bien savoir, parce que en vrai, Mehdi l'a dit, t'es un peu... Alors, je vais pas dire ce mot, j'utilise ce terme, parce que même à mon taf, on le dit, spécialiste, expert des yokai. Mais comment t'es rentré dans ce monde-là? Est-ce que t'as été fasciné? Je sais pas, parce que c'est assez particulier. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, moi, je suis expert en yokai. » En vrai, c'est un peu un hasard. J'étais fan de surnaturel de matière générale, de Japon, parce que j'ai vécu au Japon assez longtemps. Et un ami, un jour, m'a dit « On ferait pas un podcast sur les yokai ?» Je dis « Ok, pourquoi pas ?» Et ça fait 5 ans. Donc, c'est vraiment un hasard, en fait, finalement, si je suis tombée dans la marmite yokai en particulier. Après, le yokai, on en a tous vu, on en a tous entendu sans le savoir, que ce soit dans les mangas, dans les Ghibli, dans les jeux vidéo. J'allais utiliser la ref, bien joué. Donc je pense qu'on a tous été au contact du yokai à un moment donné. On n'a peut-être pas mis le mot dessus, mais c'est à ça que le podcast sert aussi, du coup. Et est-ce que dans la lecture de Hikaru, parce que c'est ce que je demandais tout à l'heure, est-ce qu'on est plus en présence de yokai ou, parce que bon, il n'y a que le tome 1 qui est dispo pour l'instant, ou est-ce qu'on est en présence d'autres choses? Moi, j'arrive pas à me l'expliquer.
Pour moi, c'est un yokai, tout simplement parce que Mehdi en parlait très bien aussi. Il y a une certaine ambivalence finalement avec cet être. On ne sait pas s'il est positif, négatif. Il y a un peu des deux qui est cité, que ce soit par le personnage principal ou par les autres personnages. Donc on ne sait pas trop à quel sens vouer quand il s'agit de cet être qui a remplacé Hikaru. Donc du coup, pour moi, c'est complètement yokai, parce que le yokai a toujours en général cette ambivalence à la fois positive et négative. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Et, effectivement. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle importance ils ont dans le folklore japonais? Parce que nous, encore, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très méconnu chez nous. Au final, on le voit que par des brimes. Des fois, on les confond souvent avec on dirait des monstres, grossièrement, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Bah, disons que nous, on a un peu oublié finalement notre folklore. Enfin, oublier, c'est grand mot dire, mais c'est pas aussi important dans notre culture que ça peut l'être au Japon, où c'est complètement quotidien. Je pense notamment à l'amabillé, pour ceux qui ont peut-être suivi ça à l'époque, quand le Covid a explosé. On a ressorti un yokai qui était censé protéger tout le monde. Le yokai, on l'a vu partout, dans les magasins, sur les panneaux de chantier, etc. Donc c'est vraiment présent au quotidien, finalement, des Japonais et des Japonaises, beaucoup plus que peut l'être notre folklore à nous. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que dans le manga, j'arrivais pas. Plus je lisais et plus je comprenais pas. Puis à un moment, il y a une scène qui est frappante dans ce manga, c'est quand finalement Yoshiki, plus on avance dans l'histoire, puis il accepte plus ou moins la présence de ce Hikaru, parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est entre guillemets. Et en fait, la scène où justement, alors je veux pas trop spoiler, mais où il met sa main dans le corps d'Hikaru, et c'est là où il découvre cette entité-là, c'est là où j'étais vraiment pas à l'aise, j'arrivais toujours pas à m'expliquer ce que c'était, mais faut dire que c'est quand même très très fort. Ouais, et puis pour faire une référence au yokai et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce huis clos là, à ciel ouvert que tu décrivais, c'est vraiment ça. Et c'est là aussi lié au yokai, le cadre. Ce village-là, entouré par les forêts. Exactement, oui, c'est vrai. Il y a une forêt dont on n'a pas parlé, effectivement. C'est ça, où il se passe des trucs très chelous. Et où les amis de Yoshiki ont peur de s'aventurer. Et en fait, c'est aussi un lieu de refuge pour les yokai, et tu en parleras sûrement mieux que moi. Mais rien que ce cadre-là fait qu'on a des références à ce folklore. Parce que les Japonais sont, je pense que voilà, tout le monde le sait, sont très respectueux de la nature, préservent la nature sur leur archipel, et quelque part c'est le refuge des yokai qui est aussi préservé. Donc ça, je trouve que c'est très présent dans l'univers de Hikaru. Et ouais, voilà, je sais pas si tu confirmes. Je confirme ça. Et puis là, on parle que de forêt, mais c'est souvent en montagne aussi. Donc oui, voilà. Tous ces paysages un peu naturels ont tendance à être vraiment l'endroit où les yokai habitent et où ils vont faire leur mauvais tour ou leur bon tour selon le yokai. Mais oui, je confirme à 100% que la forêt, c'est vraiment un symbole fort finalement. D'autant que là, vraiment, tu as l'impression qu'elle entoure complètement comme tu dis, c'est un huis clos, cette série. Ouais, clairement. Et du coup, il y a des scènes où ils vont dans la forêt justement, et tu ressens à fond comme si la forêt était vivante elle-même finalement. C'est ce qui se passe pour du coup nos personnages, parce que plus on va avancer dans la lecture du manga, plus on va découvrir d'autres camarades de classe que Yoshiki, parce qu'on l'a pas expliqué, mais Yoshiki et Hikaru, c'est vraiment... alors j'arriverai pas à m'expliquer leur relation, je partirais plutôt d'une bromance. Vraiment deux amis qui se connaissent depuis très longtemps. Il y a même des photos d'eux chez Hikaru, enfin chez ce Hikaru en tout cas. Et en vrai, ils ont une relation très particulière. Et je pense que si moi, demain, j'avais mon meilleur ami qui disparaissait du jour au lendemain d'une montagne et que je le retrouverais comme ça, c'est vrai que j'en serais tout chamboulé. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Yoshiki, il est complètement chamboulé par cette disparition. Il ne sait pas à qui il a affaire, et moi je sais pas si en fait dans sa psychologie, dans ce qu'il pense, est-ce qu'il serait pas dans un espèce de déni, ou est-ce qu'il serait, je sais pas, j'arriverai pas à m'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il est dans un espèce de déni, mais on sait pas vraiment si du coup Hikaru est mort. On nous le dit, mais en fait, plus on avance, en fait, tout est remis en question, rien que sur ce tome 1. Ouais, et c'est pour ça que moi, je suis complètement perturbé à cette lecture, et je me suis dit, oh là, comment je vais en parler ce soir? Non, mais c'est cool. Voilà, t'as raison, t'ouvres plusieurs portes, il y a plusieurs pistes. Moi, je suis d'accord avec toi, le comportement de Yoshiki en dit long aussi, c'est-à-dire qu'il a toujours cet air inquiet. Là, on parle de la C1, mais sur la C4, on a aussi Yoshiki là, qui est mis en scène et qui semble en fait savoir quelque chose. Derrière cette disparition, c'est quelque chose qui l'inquiète profondément. Il est perturbé par rapport
son ami là qui a cette nouvelle apparence, on dirait qu'il s'en veut de quelque chose. Donc c'est aussi ça qui est distillé par l'auteur. Même le héros principal qui ne dégage rien de surnaturel, son attitude fait que voilà, on se questionne. Et il va d'ailleurs se renseigner aussi auprès d'autres personnes qui perçoivent, parce que tu parlais ça de perception, que Yoshiki ressent des choses. Eh ben, d'autres personnes dans le village perçoivent aussi des chamboulements un peu inexplicables dans le village. Et voilà, il y a vraiment une atmosphère qui va se diffuser de plus en plus et qui va être inquiétante. Et en même temps, c'est des jeunes, c'est aussi des potes, ils se marrent, il y a beaucoup d'humour. Comme il fait chaud, ils se gaffent de pastèques, ils adorent ça. Il y a aussi des moments légers, mais qui désamorcent jamais la tension. C'est vrai, et c'est la scène où Hikaru mange la pastèque d'un coup, comme ça. J'avoue, ça m'a fait. J'avoue que c'était marrant parce qu'il y a un concours en plus, voilà, il y a une espèce de. On brise un peu le quatrième mur, et est-ce qu'on ferait pas comme dans les mangas, vous savez, cette scène où on prend les pastèques et puis on fait une mitraillette après avec les pépins. Bah voilà, et là en fait, il bouffe la pastèque d'un coup. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait rire et ça m'a fait complètement désamorcer ma lecture en me disant ah, je souffle un peu, et j'en oubliais presque. Au final, cette entité un peu bizarre que tu retrouvais au début du chapitre, quoi. Un peu à l'image de la C1 du tome 1 que tu décrivais, c'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, on parle de yokai et tout, mais on tient pas sa respiration pendant toute la lecture à se dire... On souffle à un moment donné, exactement. En fait, il y a des moments légers, et qui sont souvent d'ailleurs amenés par Hikaru, parce qu'il a un certain détachement avec tout ce côté flippant là, qui est en train d'envahir le village, quoi. C'est vrai. Je vous rappelle dans le chat, c'est toi Hikaru, point d'interrogation, si vous voulez repartir du coup avec le tome 1 ou du coup le dictionnaire des yokai. Amandine, tout à l'heure tu disais, on ne sait pas s'il y a de bons, enfin je pense qu'il y a des bons et des mauvais yokai. Ouais. Est-ce que, d'après vous, l'entité aujourd'hui qui habite Hikaru, est-ce que c'est un bon ou un mauvais yokai? Parce que... je sais pas, c'est l'épisode dans la forêt, il a un comportement à un moment donné qui change du tout au tout. Et puis il y a cet espèce d'esprit en forme de L, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est un bon ou un mauvais yokai? C'est compliqué parce que moi personnellement, je me suis déjà attachée à Hikaru dans ce premier tome. Ah oui. Elle ne sera pas objective. Mince. Mais clairement, les indices tentent à nous faire penser qu'il est plutôt négatif, voire assassin, j'ai envie de dire. On ne sait pas trop, mais il dit lui-même qu'il n'a pas tué Hikaru, mais finalement, qu'est-ce qu'on en sait puisque personne n'est là pour en témoigner. Donc j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt mauvais quand même, mais... j'ai pas pu m'empêcher de m'attacher à ce personnage, il est hyper attachant, je trouve. Il est très très attachant. C'est vrai qu'effectivement, pour quelqu'un qui est censé être décédé, entre guillemets, en fait c'est un peu une seconde vie parce qu'on ne l'a pas expliqué, mais en fait ce yokai qui a pris la possession d'Hikaru, au final en fait il découvre des nouvelles choses à travers Hikaru que lui-même avait déjà découvert. Par exemple, juste le fait de manger un pain grillé. En fait, dans la mémoire d'Hikaru, il savait ce que c'était, mais lui-même ne l'avait jamais goûté. Donc, en fait, il s'extase pour tout et pour rien. Et au final, c'est vrai que Yoshiki, il est un peu perturbé par ce comportement. Et puis, lui dit, bah non, mais ça, tu connais déjà. Enfin, bref. Et je sais pas, en fait, ce yokai... moi, il me laisse perplexe, je sais pas, je saurais pas m'expliquer, mais je dirais qu'il est à la fois bon, mais en même temps, comme tu l'as dit, il y a quelque chose de très négatif qui s'en dégage, et c'est surtout à la fin du tome, où là où on a un plot twist très intéressant, qui fait que du coup il n'y a pas le tome 2 pour l'instant. mais en vrai et ça c'est fort avec vos titres chez Pika, je sais pas comment vous faites là, on en parlait tout à l'heure avec Kaina où ça m'a laissé comme ça, là c'était pareil pour Hikaru, mais en tout cas c'est purement volontaire. On va parler un peu de l'horreur psychologique dans le manga. Comment les personnages ils sont affectés mentalement par les événements surnaturels, parce que tu le disais tout à l'heure, Mehdi, on n'est pas tous, et je pense que c'est un peu le cas, moi pour ma part, on n'est pas tous sensibles aux esprits, entre guillemets. Et je sais qu'il y a des gens qui ressentent beaucoup plus de choses que d'autres. Moi, j'en ai déjà fait l'expérience dans le passé, alors attention, je fais pas d'occultisme ou de trucs comme ça, attention, me jugez pas. Mais c'est vrai que des fois, il m'est arrivé de balader, et quelqu'un qui était à côté de moi me disait, je suis pas rassuré, je sens quelque chose derrière nous, ce genre de choses. Et est-ce que ces personnages-là, dans le manga, est-ce qu'ils sont tous sensibles, plus ou moins? Vous pensez ou pas? Par rapport aux yokai, est-ce que vous pensez qu'ils sont dans le village plus ou moins tous sensibles?
on a l'impression au début que non, mais je trouve que c'est assez évolutif finalement dans le manga au fur et à mesure des pages. C'est comme si les gens étaient de plus en plus sensibles aux événements qui étaient en train d'arriver, même si certains ont l'air de dire que c'est de la normalité. Mais oui, c'est vrai, pour eux, il y a des trucs qui sont normaux. C'est à se demander qu'est-ce qui est la normalité dans ce village quand on voit ce qui se passe et comment les gens ne s'affolent pas vraiment. Je pense à un événement en particulier, mais je ne vais pas le dire parce que ce serait un... Ouais, on va essayer de pas trop spoiler. C'est difficile de parler de ce manga sans trop rentrer dans les détails en même temps, pour que le public découvre aussi. Là, c'est vrai que les personnages principaux, c'est ce groupe de lycéens dont Yoshiki et Hikaru font partie, mais là, par rapport à la perception, moi je pense surtout aux personnes âgées qui sont dans le village et vrai, qui savent. Elles savent. Voilà, c'est des anciennes. Les anciens savent généralement tout. Et ouais, il y a un côté un peu, je sais pas, chef du village, qui ont déjà vécu des événements par le passé. Et là, ben voilà, ça se reproduit. Et les jeunes comme Yoshiki perçoivent des choses, mais ça n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. C'est là que ces personnages-là, plus anciens, entrent en scène. Et du coup, il y a plusieurs niveaux, encore une fois, de lecture. C'est en ça que je me demande quelle est la normalité du coup, puisque qu'est-ce qu'ont vécu ces personnes âgées qui leur paraît visiblement assez normal. Moi je pense que le tome 1 nous en dit pas assez. En vrai, parce que en fait on avance, et au final c'est vraiment ce plot twist, moi qui vraiment à la fin je fais oh c'est fini. Et je me suis dit en vrai c'est pas cool. Vous auriez pu sortir les 2 tomes en vrai, mais je crois que c'est tout récent. Voilà, en fait, il y a 3 tomes actuellement publiés au Japon. L'idée, c'est de ne pas rattraper trop vite non plus le rythme de publication. Et puis, moi, je trouve qu'on a un tome 1 assez solide, assez intriguant, tu vois, pour pas forcément installer les 2 d'un coup. Mais bah, c'est un peu sadique de la part d'éditeurs comme nous, mais ça entretient un peu l'attente et peut-être que des réponses seront révélées ou peut-être encore plus d'intrigues. En tout cas, on parle des humains. Mais moi, ce que j'adore aussi, et pour poser une atmosphère, c'est très fort, c'est la réaction des animaux. On a des chats dans le village, des petits chats errants là, qui sont tout mignons au départ. Mais qui, dans un certain contexte, ont des réactions qui vont encore faire douter le lecteur. Donc, d'où le côté négatif dont tu parlais tout à l'heure. Parce que c'est vrai que ce fameux chat dont tu parles, et ça vient de me revenir, au final, qui appréciait énormément Hikaru, quand ils allaient acheter, quand ils allaient faire leur petite course. Au final, ce chat, et c'est vrai que les animaux sont très sensibles à ce genre d'esprit, ils ressentent des choses que nous ne ressentons pas. C'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, moi, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas, mais c'est assez connu au Japon, ça, que les animaux ont une sorte de... comment dire, une perception que les humains peut-être n'auraient pas. Est-ce que c'est au centre un peu de légendes Les animaux sont souvent les acteurs déjà des légendes. On pense notamment aux renards, même aux chats, aux tanuki, etc. Il y a vraiment énormément aux loutres. Enfin, il y en a vraiment des tas et des tas d'animaux. Donc je pense qu'on attribue plus des caractéristiques peut-être yokai à ces animaux plutôt que vraiment d'avoir peur et de ressentir des choses que D'accord. Voilà, un autre indice qui fait que, En fait, il y a beaucoup de mystères autour de ce premier tome. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. En tout cas, ils ont l'air très réceptifs. Il y a beaucoup de gens qui aiment les histoires de yokai. Je pense qu'en vrai, quand on aime les mangas et quand on aime le folklore japonais, forcément, on ne peut pas passer à côté. Et en vrai, encore une fois, je vous le dis, vous avez le dictionnaire des yokai qui est juste derrière, donc n'hésitez pas. C'est toi Hikaru, point d'interrogation, et puis vous pourrez peut-être repartir avec ce dictionnaire qui en dit beaucoup sur les yokai. Mehdi, j'ai une question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le succès de Hikaru? Parce que en vrai, c'est tout récent au Japon. Et puis moi, il y a des trucs qui m'ont frappé par rapport à l'auteur. Je vais te laisser en dire un peu plus. Mais qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui de ce manga et pourquoi vous l'avez choisi? Franchement, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que l'auteur n'avait pas forcément pour vocation de devenir mangaka. C'est plutôt un jeune auteur qui, pendant ses études, ses révisions, dessinait et publiait ses dessins sur Twitter. C'est là que... Sur Twitter. Et autres réseaux, alors c'était peut-être pas que Twitter, mais en tout cas, ça a été un premier moyen d'exposer ses dessins, même pas son travail, parce que, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui comptait en vivre. Et un éditeur de talent, chez Kadokawa, donc l'éditeur japonais, l'a repéré et lui a proposé en fait de matérialiser, de transposer son travail en manga.
Donc il y a déjà eu ce premier contact d'arriver à flairer le talent chez cet auteur-là. Et ça s'est très vite emballé avec la prépublication en ligne. Donc dans le, Ah, ça a commencé comme ça? Ouais, voilà, en fait, il y a eu un engouement surtout par rapport à la prépub en ligne, donc dans le magazine digital Young Ace Up d'ailleurs, où en fait, chapitre après chapitre, ça a beaucoup buzzé. L'auteur elle-même a publié, du coup, republié un peu sur Twitter les chapitres. En fait, il y a eu un vrai bouche à oreille digital, je dirais, qui a beaucoup contribué au succès. Et là, le tour de force de cette série, c'est que dès les premiers tomes, il y a eu un très gros succès commercial qui a attiré l'attention. Et au bout de 2 tomes, je crois que le deuxième tome était sorti, c'est un titre qui a remporté peut-être un des titres, un des prix les plus prestigieux au Japon, qui s'appelle Kono Manga ga Sugoi. Donc ce manga est génial, s'il fallait traduire là, littéralement. Et c'est un prix, si tu veux, qui a tout de suite mis sur orbite le manga, qui marchait du reste déjà très bien. L'Attaque des Titans, The Promised Neverland, Chainsaw Man, ça c'est toutes les séries avant Hikaru qui ont remporté ce prix, donc c'est te dire un peu au niveau de quel autre je vois, rien qu'avoir annoncé ces titres, je me suis dit ok d'accord, là, déjà ça calme. Et le tour de force, voilà, c'est de réussir ça dès la première série. Et la raison, c'est qu'en fait, voilà, tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure a beaucoup buzzé dans l'esprit des lecteurs japonais. Et le style graphique aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, l'audace en fait de la mise en scène, etc. Moi, c'est un auteur qui me fait beaucoup penser à Oima, qui fait To Your Eternity. Il y a un talent mais monstre, incroyable, un sens du détail juste dingue, et beaucoup d'audace, voilà, dans la mise en scène, dans le fait de poser l'atmosphère là flippante qu'on décrit depuis tout à l'heure. Tout ça a beaucoup fait le buzz autour de la série. Moi personnellement, je trouve que les couvertures aussi marquent. J'ai vu les autres couvertures parce que par curiosité, je voulais regarder un peu à quoi ça ressemblait. Et en vrai, il y a un contraste qui est très fort, c'est ces couleurs plus ou moins unies, froides et chaudes, parce que là on est sur du bleu, après on va être sur du vert et après du jaune, mais au final à l'intérieur, croyez-moi, c'est tout autre. Je crois que c'est très en rapport avec le personnage qui est mis en scène à chaque fois sur ces C1. Donc en fait, voilà, pour moi, c'est un enchaînement de facteurs là, qui a été très positif autour du titre. Mais c'est vrai que ça a beaucoup buzzé sur le net à la base. Ouais, très surpris d'avoir posté, parce que sur Twitter, alors c'est un Twitter japonais, je suppose, c'est pas le nôtre, mais comme quoi, au final, un auteur poussé par les réseaux sociaux, comme quoi ça a du bon, et je trouve ça vraiment top de me dire que voilà, il a été repéré par un éditeur et que tout de suite c'est monté en flèche. Honnêtement, voilà, après, là on en parle, mais si vous n'avez pas encore lu le premier tome, vous allez comprendre pourquoi. Amandine, j'ai une question. Oui. Parmi les yokai, quel est aujourd'hui le plus terrifiant? Parce que moi, je ne connais pas encore bien cet univers. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, les yokai, j'ai découvert ça avec Gegege no Kitaro. Parce que je pense que c'est un peu la ref un peu pour tout le monde. Mais c'est la seule que j'ai. Après, bon, bien évidemment, tu avais parlé des Ghibli, etc. Mais est-ce qu'il y a un yokai qui est vraiment genre très terrifiant et qui ressemblerait peut-être à celui qu'on rencontre dans le manga? Qui ressemblerait, j'ai du mal à trouver parce qu'il a vraiment, ça les lecteurs et lectrices le verront quand ils liront le manga, mais il a une personnalité qui est quand même très propre. Par contre, en effrayant, moi j'aime bien le Gacha Dokuro, qui est le squelette géant, qui est peut-être, non c'est pas la couverture, c'est une estampe très connue de Kuniyoshi. C'est un squelette géant qui en fait se nourrit de la haine des fantômes et qui est un assemblage de plusieurs squelettes et c'est impossible impossible de s'en débarrasser globalement. Vous n'avez pas vu ma tête, mais vraiment genre j'ai pas aimé son explication, j'ai pas aimé la description du truc, ça me... Sinon c'est plutôt dans les légendes urbaines, je trouve que c'est effrayant parce que ça nous rappelle à notre quotidien, c'est là où Hikaru fonctionne très bien aussi, notamment peut-être les lecteurs lectrices de Pika le savent, mais Hanako-kun,
qui est une autre licence qui est pour moi un peu yokai, même si elle n'est pas classifiée. Je pense que Hanako de base est un yokai. Pour moi, c'est un yokai. Si je dis pas de bêtises. C'est une légende urbaine, donc c'est considéré comme un yokai. Alors la légende est un petit peu atténuée dans le manga, mais sinon c'est un fantôme terrible qui vous tue dans les toilettes. Ouais, voilà, parce que non, en vrai de vrai, on va remettre le contexte. Je pense que pour Hanako, là, le manga qui est disponible du coup chez Pika, c'est une version un peu très light et enfantine du fantôme, alors qu'en vrai, voilà. Déjà, c'est Hanako-san, c'est une femme, et du coup, vous tapez aux toilettes et en gros, elle vous tue. Enfin, ça finit comme ça. Il est un peu plus détendu dans le. Ouais, un petit peu plus sympa. Il a un passé sombre, mais ça va. Donc ouais, en yokai terrifiant, finalement ils sont souvent assez taquins plus que terrifiants, je trouve. Mais c'est ça, moi, t'as raison, quand je pense aux yokai, alors c'est peut-être parce que voilà, c'est l'univers aussi de Mizuki qui les rend plus attachants et tout, et c'est vrai que je pense d'abord à quelque chose d'attachant, de facétieux, avant de penser à quelque chose d'assez flippant, quoi. Tout dépend après la représentation qu'on en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que l'univers de Mizuki qui fait un peu autorité, moi j'ai l'impression, en manga, en yokai, on pense à quelque chose d'assez drôle, peut-être inoffensif, et puis après quand on se renseigne sur la légende en question, c'est très dangereux. Et pour en revenir à ta question de tout à l'heure, moi je trouve que voilà, savoir s'il est plutôt dans le bord positif ou négatif, c'est compliqué de le savoir parce que non seulement il est attachant, et puis il est content d'être là, il sourit, tu vois, ne serait-ce que sur la couve, coucou c'est moi, tu vois. Alors qu'à tout moment il peut tuer Yoshiki, il le menace d'ailleurs, à tout moment il peut tuer n'importe qui. Mais pour autant il a l'air... il a quelque chose de communicatif, quoi. Il a une bonne humeur. C'est lui qui te fait un peu sourire dans le manga. On a parlé des pastèques tout à l'heure. Il détend aussi un peu l'atmosphère. Alors, voilà, des fois, on a tendance à oublier qu'on a affaire à un yokai. Et j'ai même l'impression que des fois, la personnalité d'Hikaru reprend le dessus par rapport au yokai. Parce qu'en fait... c'est un Hikaru de tous les jours. Nous, on ne le connaît pas, mais Yoshiki le connaît très bien. Donc, on aurait tendance à penser que c'est son attitude de tous les jours, alors que, voilà, des fois, j'ai l'impression que... vous savez, quand il y a c'est typique un peu des mangas, mais quand il y a deux entités qui sont dans un seul et même corps, il y en a toujours un, des fois, qui reprend possession sur l'autre. Même si on sait que Hikaru est censé être mort, et moi en fait j'ai l'impression qu'il ne l'est pas totalement et que en fait c'est lui qui est là. Et je me demande même si Yoshiki au final c'est pas lui qui est peut-être qui est pris dans autre chose et qu'au final c'est ce qui se passe, ça se trouve ce n'est pas vrai. Ce manga il m'a rendu, je commence à divaguer, à dire des choses, mais en fait il m'a baladé. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que tu es dans le vrai, c'est tout à fait ça. Et même je trouve ce qui entretient ça, c'est qu'on a souvent des flashbacks de la jeunesse en fait, ou même des moments entre Yoshiki et Hikaru en fait, où on voit un peu à quoi ressemblait le Hikaru d'avant, tu vois. Mais peut-être le Hikaru d'avant est toujours là finalement. T'as raison en fait de te poser ces questions, ça retourne le cerveau, mais ça, on aime bien. Enfin moi personnellement, c'est un des motifs qui m'a fait foncer sur ce titre, c'est que j'adore être baladé comme ça. J'ai pas mes réponses à toutes mes questions, mais c'est pas grave. Et ça te perturbe pas? Mais pas plus que ça, parce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire confiance à l'auteur, tu vois. On finira bien par dénouer ces nœuds, mais ce qui me reste, c'est cette atmosphère, ce côté étrange. Voilà, c'est ce qu'il en reste après la lecture qui me satisfait, quoi, si tu veux. Je comprends. Et je trouve que c'est assez rare, quoi, finalement, en manga, là, de nos jours, d'avoir ce genre de... Et justement, qu'est-ce qui distingue des autres mangas d'horreur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, celui-là sort plus du lot que d'autres? Je sais que là, voilà, on rentre dans une période un peu Halloween. Je pense que, bon, vous avez bien ciblé le truc aussi, vous avez fait exprès. Mais qu'est-ce qui fait que ce manga est, alors je dirais pas au-dessus, mais qu'est-ce qui le distingue des autres mangas d'horreur, au final? Est-ce que ce serait pas... Tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Pour moi, c'est vraiment l'horreur psychologique par définition, c'est-à-dire que c'est l'humain qui fait peur. Parce que c'est pas le yokai, c'est l'humain. Tu sais pas, parce qu'il a cette apparence humaine en permanence, sauf quelques fois où il va laisser apparaître le yokai, mais c'est comme si un humain faisait du mal à d'autres humains. Et je trouve, par exemple, dans Yoko Oni, c'est aussi ce qui me faisait peur. C'était l'horreur, finalement, humaine qui devenait yokai au bout d'un moment. Et je trouve que Hikaru excelle là-dedans, dans le sens où on est dans ce quotidien, on est dans cet été, ça sent l'été, je trouve qu'il respire à fond l'été, ce quotidien de cette ville-là. Et tu as ce Hikaru qui a une apparence humaine, mais qui est extrêmement étrange.
c'est l'étrangeté finalement qui représente, qui pour moi fait que ça fonctionne vraiment à fond. C'est parce qu'il a cette apparence humaine. S'il avait une apparence pas humaine, je pense pas que ça aurait aussi bien fonctionné. Ouais, c'est vrai que des fois les humains sont pires que ce qu'on pourrait croire. Donc au final, et en plus, on le voit souvent dans plein de mangas, ces humains qui, à force de négativité, du coup, deviennent des entités. Je dirais peut-être maléfiques ou alors qui se transforment en yokai ou en espèce de monstre et au final en fait c'est toute cette noirceur qu'ils ont qui font que les humains terribles qu'ils étaient deviennent des monstres terribles et ouais t'as peut-être raison parce que finalement le seul moment où on aurait pu avoir vraiment peur, on l'a évoqué, c'est le moment où Hikaru lui montre quelque chose qui est très spécifique, mais ça fait pas peur du tout. Je vous assure, dans le chat ils sont en train de, vous êtes en train de nous écouter, mais je vous assure que si, on peut pas vous montrer, je veux pas vous montrer les pages parce que faut vraiment que vous découvriez par vous-même, mais à un moment donné vous allez, et ça m'a glacé le sang parce que vraiment, j'avais l'impression. En plus, c'est vraiment. Alors, déjà, ça se passe dans un huis clos. Et là, cette scène se passe encore dans un huis clos. Donc, en vrai, on est vraiment enfermé avec eux. Et moi, j'étais là, je regardais autour. Je me suis dit, attends, il va pas faire ça quand même. Et en fait, si, il le fait. Et je me suis dit, ah ouais, waouh. Et non, c'est assez glaçant quand même. Très malaisant quand même. Ouais, c'est malaisant et assez glaçant. Même si, comme tu l'as dit, voilà, c'est l'été. On mange des pastèques, on s'entend bien. Alors, moi, ce qui m'a rassuré, c'est aussi qu'il y a des camarades de classe aussi, et puis on a parlé de sensibilité tout à l'heure, on a parlé des anciens, mais il y a aussi des jeunes, dont une en particulier qui le sent, alors j'ai plus son nom, mais qui sent que Hikaru est un peu étrange. Après, elle se pose pas plus de questions que ça, et après, quand ils vont rentrer dans la forêt, c'est là où il va se passer beaucoup de choses. On va pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler encore une fois, excusez-moi, mais voilà, en tout cas, assez glaçant, et en même temps... je vais dire rafraîchissant pour rester dans le thème. Mais c'est en ça que je trouve que ça se distingue d'autres mangas horrifiques où là, la menace, les esprits, tu vois, ça va vraiment être de face, quoi, avec des scènes très explicites, des choses qui étaient des corps démembrés et tout. Ça peut être aussi très efficace dans son genre, mais là, moi, c'est la subtilité dans ce manga que je trouve chouette parce que, voilà, comme tu parlais de cette bande de potes, tu lis un peu ça comme... un petit manga tranche de vie, voilà, ils mènent leur petite life, tout est ok. Mais non, en fait, la page d'après, des gens meurent. Donc c'est pas ok du tout, là. Le village, il est pas si paisible qu'on veut nous le faire croire. Et tu vois pas, tout ça est tapis dans l'ombre, quoi. On entend des bruits qu'on n'arrive pas à identifier, il y a des choses dans la forêt qu'on croit voir. C'est une lettre, c'est un L ou c'est une tête, enfin... En fait, tu te fais prendre par surprise. Et moi, je trouve que c'est en ça que le manga se distingue. C'est dans sa mise en scène, dans ses personnages, et ce monde qui est un peu un monde de faux semblants, quoi. C'est pas un village... faux semblants, et d'autant plus que, tu vois, moi, la première question que je me suis posée, c'est quand on sait que Hikaru est mort, en fait, j'ai l'impression que, parce qu'il s'est passé 6 mois entre-temps, personne ne se pose de questions. Ok, il est mort et personne n'est parti enquêter, enfin, il est revenu, mais... On ne sait pas vraiment. Ça fait partie un peu du truc qu'on nous détaille pas trop. Et pour moi, la personne qui semble en savoir long là-dessus, c'est Yoshiki en fait. Et cet air inquiet qu'il a en permanence, on le voit dans son lit quand il repense à la disparition de Hikaru, il n'est pas bien, il est en sueur. Donc en fait, tu peux théoriser quoi. Mais j'ai trop de questions sur ce premier tome parce que à la fois je me pose des questions sur Hikaru comme je m'en pose sur Yoshiki. Et voilà, comme tu l'as dit, l'auteur nous a trop bien baladé sur ce premier tome et vraiment coup de chapeau pour ce titre parce que au final, moi, je savais pas à quoi m'attendre. Et puis, les équipes de Pika m'ont dit, tu verras, c'est trop bien, lis-le. Et en vrai, déjà, la relation est très, très, très forte. Vraiment, encore une fois, hein, c'est vraiment 2 amis qui s'apprécient énormément, des sentiments non dévoilés, des choses qu'on se dit pas forcément. Et au final, c'est toujours quand on perd un être cher qu'on a envie de... on regrette de ne pas avoir dit ces choses. Et au final, en plus, la fin du tome nous l'explique à peu près. Donc, moi, je suis là, j'étais waouh, c'est vraiment très très fort. Et j'attends la suite. T'as le tome 2 Ouais, en japonais au bureau, tu verras. Je lis pas le japonais, malheureusement. Est-ce que, au-delà de ce manga, est-ce que vous avez d'autres recos mangas dans le même genre à peu près
Si on aime les yokai, si on aime l'univers, est-ce que tu aurais des trucs à nous conseiller à ce niveau-là? Twilight Bone no Hanako-kun, pour moi, c'est une ultime référence. J'adore ce manga. Alors, c'est pas du tout la même ambiance. Hein. Donc, tu disais, c'est beaucoup plus light, beaucoup plus bon enfant, entre guillemets, même si c'est un côté shonen un peu effrayant par touche. Sinon, Yoko Oni, c'est une découverte que j'ai faite il y a pas longtemps et que j'ai adorée. Où là, on part vraiment dans le côté, justement... horreur psychologique, puisque c'est des humains qui en gros sont tellement hantés par des sentiments qu'ils en deviennent des oni, donc des démons, et on va suivre... Ah ça je connais ça. Ouais. Je connais pas. Alors le soir je me dis il me faut le dictionnaire. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, c'est toi Hikaru, point d'interrogation. Tu devrais essayer de jouer pour le gagner d'ailleurs, non? Non, j'ai pas le droit. Les hosts n'ont pas le droit n'a pas le droit. Mais n'oubliez pas, on pouvait repartir avec le tome 1 ou le dictionnaire, donc n'oubliez pas. Pour le coup, si vous aimez les yokai, le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, c'est un must-have qui est incroyable. En plus, vous avez fait une édition qui est superbe. Je trouve que pour le prix, c'est magnifique. Vous en avez plus, je pense qu'on peut montrer un petit peu à la caméra de quoi il s'agit quand même, parce qu'on vous en parle depuis tout à l'heure. Ah oui, il y a plein de petits post-it. Donc c'est vraiment une belle bête. Hein. Vous avez beaucoup de yokai dedans, donc qui sont les représentations de Shigeru Mizuki, qui l'a illustré lui-même. Et en fait, il a été reprendre des contes et des légendes dans tout le Japon. Il a interviewé des gens, il a recueilli auprès de personnes âgées, en particulier de personnes âgées, des contes et légendes qu'il a rassemblés là-dedans. Et c'est vraiment une mine d'or. Tu peux montrer si tu veux un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Vous allez avoir du coup l'illustration de Shigeru Mizuki avec le petit texte qu'il a mis avec, en général, où il vous dit où est-ce qu'il a été récupéré aussi. Je découvre des yokai, pardon. Ah bah voilà, tu vois, pour ton prochain podcast, tu sais quoi attaquer. Non mais comme quoi on n'a pas fait le tour, quoi. Il y a vraiment combien de pages. Non, il y en a énormément, et c'est là où on voit quand même que le folklore japonais regorge de richesses et de choses qu'on ne connaît pas assez. Alors, vous pouvez le découvrir soit avec Hikaru ou avec d'autres œuvres, mais ensuite, je pense que se procurer ce dictionnaire, en tout cas si vous êtes fan de yokai, je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce que moi, j'en ai pas vu d'autres en vrai. Mizuki, c'est vraiment la référence. Il a sorti d'autres ouvrages. D'autres éditeurs, tu parlais de Kitaro là aussi. C'est celui que je connais c'est une référence quand même absolue au Japon. C'est même carrément une mascotte là-bas. Donc non, il y a beaucoup de titres là qu'on pourrait recommander. Tu parlais de Yoko Oni, moi ça me fait beaucoup penser à Bakemonogatari de Nishioshi Neo Great, où là il y a un peu une réinterprétation de légendes urbaines, mais aussi de monstres issus du folklore japonais. Donc plus dans un côté action, mise en scène vraiment époustouflante. On est loin des non-dits du côté subtil de Hikaru, c'est plus rentre dedans comme Yoko Oni. Mais voilà, chaque auteur en fait réinterprète à sa sauce ce folklore-là, et c'est ça qui est stylé, quoi. C'est pour ça que je me pose la question dans le bouquin. Vous savez, dans cette forêt, alors attention, hein, je spoil pas trop, mais dans cette forêt, à un moment donné, on voit un L. Ouais. Enfin, un L, je sais pas si littéralement ça a été... Pour moi, c'est un coup. Ça vient du japonais. Voilà, c'est la question que j'allais poser, parce qu'on le voit en forme de L, mais du coup, je pense que dans la version japonaise, du coup, ça devait être autre chose. C'est ça. Est-ce que vous pensez que dans cette forêt, il y a d'autres entités? Moi, clairement, je pense que oui. Catégorique. Ah ouais, elle a dit. Évidemment, oui. Évidemment. Oui, parce que va jamais. En vrai, ça se trouve, des Hikaru, il y en a pas qu'un. Je me dis, ça se trouve, il y a d'autres personnes en fait qui sont un peu possédées, et en fait, ça me fait penser un peu grossièrement à Parasite. C'est-à-dire le fait que des entités habitent dans des humains, sauf que dans Parasite, l'humain en question, il prend le contrôle, et du coup, le parasite en question ne contrôle que la main. Est-ce que là, dans Hikaru, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être d'autres Hikaru, d'autres personnes qui ont été affectées, ou peut-être qui sont décédées, et ce qui fait qu'en fait, le village serait plus ou moins habité par d'autres entités? C'est une super théorie, là. Non, mais j'ai jamais pensé, je trouve ça stylé. Je t'assure que et quand j'ai fini le tome 1, j'étais comme ça, Attends. En plus, il faut que j'en parle au Pika Live, donc du coup, j'ai écrit plein de trucs. Ce serait le village des damnés pour de vrai, quoi. Je me pose la question, parce que on a des personnages qui meurent mystérieusement, t'as des personnages dans le village qui sont au courant de ce qui se passe, mais on n'en dit pas plus. C'est dans la montagne et la forêt que Hikaru disparaît. Exactement.
Donc c'est là-bas qu'il y a cette rencontre, voilà, probablement avec cette entité. Donc ouais, pourquoi pas, franchement, tu ouvres une piste là que je trouve encore plus flippante. Ouais, mais vraiment, parce qu'en vrai, je vois pas d'autre explication. Je me suis retourné le truc en long, en large, et après, j'espère en vrai découvrir peut-être d'autres personnes. Après, si c'est centré que sur Rikalu, ça me va aussi, parce que bah, du coup, il y a tout plein de mystères qui planent. Et puis, même sa représentation dans le dessin, on a parlé un peu des dessins tout à l'heure, mais c'est vrai que vous, en tant que lecteur, quand vous allez découvrir l'entité que c'est pas juste un petit monstre kawaii. Là, on est vraiment dans quelque chose de vraiment gore, quoi. Et c'est surtout le moment voilà où il rentre dedans et il voit un petit peu, il y avait la scène qui t'a il y avait un aspect un peu berserk dans le sens où tu rentres dans une espèce de dimension un peu comme avec les God Hands. Bah voilà, c'était un peu ce truc là que j'avais ressenti et moi ça m'a pas mis à l'aise du tout. C'est pour ça que voilà. Et après bon, j'ai plein de références certes, mais parce que je me pose plein de questions autour de ce manga, quoi. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de mangas qui me font des effets comme ça, mais quand on touche à l'horreur, alors déjà, bon, j'étais pas très emballé, voilà, parce qu'en plus c'est un truc d'esprit et tout, mais pour le coup... Tu l'as lu dans le noir ou quoi? Ça a l'air vraiment je l'ai lu dans une pièce archi éclairée, avec une petite lampe. Non, justement, je veux pas, parce que ce genre de choses, j'y crois, et je veux pas... attirer, voilà, exactement, c'est le terme, je ne veux pas attirer ces choses-là. Mais vraiment, pour le coup, c'est pour ça que ça m'a pas mis à l'aise avec toi. Oui, tu rigoles. Rigolez dans le chat, rigolez. Non, mais je trouve ça c'est bien. Ça te procure autant de sensations. Bah, de toute façon, tu dois jamais écouter le podcast d'Amandine, du coup, tu dois trop flipper. En fait, j'ai regardé les podcasts d'Amandine et après je choisis les yokai et je dis lui je le connais. Mais en fait, effectivement, j'ai écouté celui d'Hanako. Ouais. Et en fait, dans ma tête, j'avais le Hanako de Pika. Du coup, ça va. Du coup, je me dis ouais, en plus dans les toilettes. Non, mais après, les Japonais, ils aiment beaucoup ça. Ça me faisait penser aussi à The Ring, les films qui étaient sortis dans les années 2000, qui étaient déjà assez bien flippants, et puis d'autres. Exactement, avec Sadako et d'autres. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, cette théorie d'autres entités. Pourquoi pas? Après, on n'en a pas parlé parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit, mais il y a les kitsune, donc les renards. Oui. Il y a quelque chose qui s'appelle le kitsune tsuki, où en fait, ils hantent quelqu'un ou une famille. Donc ça pourrait aussi être des entités dans la forêt qui potentiellement entraient... c'est une possibilité aussi qui se rapprocherait du territoire des yokai. Et oui, c'est intéressant que tu parles de famille, parce qu'on apprend que des parents... Là aussi, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais il y a des parents, un père en tout cas, d'un des personnages, est lié à une légende du village, lié à un être surnaturel. Donc le côté que ça remonte à avant, avec du coup la famille des protagonistes, là aussi c'est quelque chose qui fait que le champ des possibles est encore plus étendu. Non, clairement, en tout cas en vrai, ce tome 1 pour moi c'est un vrai mystère, faut le découvrir par soi-même. Je pense que de toute façon, on en parle, on n'a pas trop montré de planches ou autres pour pas vous spoiler, pour que vous le découvriez par vous-même, mais vraiment, pour le coup, moi qui étais déjà pas très friand, c'est vrai que j'en ai découvert plus avec les yokai, mais c'est vrai que moi j'aime bien les yokai mignons, les yokai joyeux. Pas les trucs kappa. Voilà. Ouais, kappa, quand l'histoire vraie du kappa. Ouais, mais en vrai, tu vois, par exemple, voilà, le kappa, je pense qu'on en a encore une vision. Mais je pense qu'en fait, c'est traite. C'est-à-dire qu'avec tous les animés, tous les mangas qu'on voit, où en fait, on essaie de nous faire passer les yokai pour des êtres gentils et sympas, au final, faut pas oublier qu'aussi, ce sont des êtres plus ou moins aussi malveillants. Le kappa, en l'occurrence, c'est quand même assez méchant. Mais du coup, il y a des yokai gentils ou pas? Est-ce qu'il y a des entités Il y en a qui sont juste facétieux, genre le Karakasakozo, qui est le petit parapluie sur une patte. Avec la langue. Lui, il est juste facétieux, c'est-à-dire qu'il fait juste des blagues. Il n'est pas spécialement méchant ou il ne va pas tuer. Donc, il y en a quelques-uns quand même qui sont inoffensifs. Le tengu, qui peut être, selon l'espèce de tengu, puisqu'il y en a plusieurs, c'est aussi un yokai qui peut être assez sympa. Et il y en a aussi, comme la Kirin ou la Mabillé, qui sont juste des porte-bonheur. En fait, c'est toi le dictionnaire. Hein. Disons qu'en 5 ans, j'ai eu le temps de me former un peu. Ah ouais, en tout cas, c'est des choses. Hein. C'est vraiment incroyable. Bon, en tout cas, The Summer Hikaru Died. Je l'ai mal dit. C'est disponible. C'est ça? Non, la semaine prochaine. Bientôt. Non, la semaine prochaine. Je crois que ça sort cette semaine. C'est le 11?
C'est le 11. C'est le 11, excusez-vous, ça sort le 11 octobre prochain. Procurez-vous le tome, parce que je vous assure, là on en a parlé, et peut-être que vous penserez à cette conversation qu'on a eue tous les trois si jamais vous procurez le tome, mais en tout cas, je pense que ça va pas mal vous retourner le bide. Bon, en tout cas, ça a été mon cas et le cerveau, mais je pense que on est vraiment sur... on est bien parti pour être l'un des meilleurs mangas d'horreur, en tout cas que moi j'ai lu personnellement. Et pour l'instant, il n'y a que 3 tomes disponibles au Japon. C'est ça. Donc ça prendra un peu de temps pour le deuxième. J'ai déjà en préparation, je suppose. Oui, complètement. Ça sortira un rythme de tous les 3 mois au début. Et puis la série a tellement une très belle aura, un très beau succès au Japon que je pense que d'autres choses vont arriver autour de la série. Ok, bon. En tout cas, vous avez noté, en tout cas, c'est disponible dès la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous rappelle, il y avait un concours tout à l'heure. C'est toi, Hikaru, point d'interrogation pour gagner, du coup, le tome 1 ou le dictionnaire des yokai. Et en plus, sur ma note, il y a écrit « s'il y en a encore ». Donc, j'espère qu'il en restera. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'était très chouette de parler de ce manga avec vous. J'appréhendais un petit peu, hein, je vous cache pas. Vraiment pour le coup. Mais vraiment, c'était une belle découverte et une belle surprise. Après, voilà, âme sensible, s'abstenir. Voilà, tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer. Très mais tu sais, Mehdi, ça me fait rire parce que à Japan Expo, tu l'as... En fait, derrière toi, je me souviens, parce que Milk, elle avait fait un petit Reels, et au final, en fait, il y avait la grosse PLV derrière toi, et en fait, tu l'avais expliqué tellement de manière coolos, en mode, ouais, vous allez voir, c'est un bon manga, vous allez vous éclater et tout. Moi, je me suis dit, ok, ouais, ça va être cool. Et en fait, je t'ai pas maudit, mais j'étais comme ça, j'étais, ah, Mehdi, vraiment, t'as... faut pas se fier aux apparences, c'est vrai. Exactement. Mais c'est ça, faut se laisser surprendre, et ça reste une lecture, je pense qu'il va marquer pas mal de gens. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ça sort la semaine prochaine. Vous restez avec moi parce qu'il y a quand même une annonce qui est attendue. J'ai une annonce à faire. La CM, est-ce que tu confirmes? Oui, elle me confirme. Très bien. Alors, on a une annonce à faire chez Pika. Ça va sortir le 6 décembre prochain en librairie. Est-ce que je vous fais un roulement de tambour dans le chat? N'hésitez pas à essayer de trouver ce que c'est. Je vois déjà des oui. Oh, qu'est-ce? Donc, alors, qu'est-ce donc? Oui, vous l'avez écrit en grand, en long, en large. Il s'agit de Yona, princesse de l'aube. Donc, du coup, c'est... alors que je dise pas de bêtises. Donc, vous avez avec une jaquette réversible exclusive et l'artbook faisant la taille du manga, quand même 168 pages, plus que l'artbook de Hanako apparemment sorti en juillet. Donc vraiment un gros boulot fait dessus. Donc il va être assez épais, aussi épais que le manga, avec presque une vingtaine de pages. Couverture cartonnée, bel objet, au prix de 12,90 €, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, je me trompe pas sur le prix. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, je suis surpris de ce que je vois, c'est pour ça que je me suis dit 12,90 €, genre vous êtes sûr? Donc voilà, ça sort le 6 décembre prochain, et apparemment il y aura full stock, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut déjà le précommander? Oui, on peut le précommander, donc n'hésitez pas auprès de vos libraires, foncez pour essayer de le réserver. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux aussi, je pense que... apparemment, c'était très attendu. Bah ouais, tout à fait. On espère que les fans de Yona et les curieux de Yona seront satisfaits. Ce qui est génial avec cette série, c'est qu'elle fait très souvent, voire systématiquement, la une de son magazine de prépublication au Japon, le Hana to Yume de Hakusensha. C'est un magazine shoujo de référence là-bas. Et en fait, il y a tellement de visuels couleurs qu'on s'est dit, mais pourquoi choisir? Du coup, on a essayé d'en rassembler le plus possible. On a vraiment, sur ces 40 tomes de publication, il y avait masse de visuels couleurs. Donc, on a vraiment insisté auprès de l'éditeur japonais Hakusensha pour compiler le maximum d'illustrations. C'est vrai qu'au bout de 40 tomes, un artbook, il se fait attendre, quoi. Là, c'est un mini artbook qu'on voulait. Et puis, c'est important aussi de proposer des éditions limitées en shoujo également. Et là, Yona, il y a vraiment de quoi s'éclater, donc
c'est ce qu'on a fait. En tout cas, dans le chat, ils sont comme des dingues. Je pleure, OMG, merci Pika, vous êtes les bestes. Alors non seulement... Aujourd'hui, franchement, c'est régalade. Hein. Franchement, vous pouvez remercier Pika parce que non seulement vous avez un gros manga qui arrive en 2024, j'arrive pas à le dire. Gokurakugai. Gokurakugai, j'y étais presque. Bon bref, voilà. Et puis Yona, donc vraiment, vous pouvez les remercier. N'hésitez pas à balancer plein de cœurs à Pika Goat, Love You, merci. Enfin bref, en tout cas, ils sont très 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 contents. Je vous le rappelle, ça sort le 6 décembre prochain en librairie. Vous pouvez déjà le précommander. Donc n'hésitez pas, 12,90. Je pense que c'est quand même cadeau. En vrai, voilà, en plus, beau cadeau de Noël en prévision. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer en sachant qu'il y aura full stock. C'est ce qu'il y a écrit, hein. Je lis. Voilà. Donc, après, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais vous savez qu'après, pour réimprimer, c'est compliqué. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que dans le chat, il y a eu... Est-ce qu'on a eu un tirage au sort pour le gagnant? Je ne sais pas si ça a été fait. Si on me dit que si, bon, CM au top. En tout cas, on arrive... au terme de ce Pika Live. Merci Mehdi, merci Amandine. Merci. Amandine, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut découvrir les yokai? Le podcast La Librairie Yokai, du coup, et la librairieyokai.fr tout simplement. Voilà, bon vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez en découvrir un peu plus. Sinon, derrière elle, vous savez, vous avez l'intégrale de Shigeru Mizuki, le dictionnaire des yokai, vous pouvez en découvrir un peu plus. Et puis Mehdi, vous le retrouvez... chez Pika, toujours à dénicher des nouveaux titres. Voilà. Ce n'est pas d'actualité comme un voilà, mais l'actualité, c'est les bouquins. Exactement. Mais en vrai, c'est quand même grâce à toi qu'on a eu l'annonce. Donc, ouais, écoute, est-ce que 2024, tu auras de belles surprises? Voilà. Hormis le titre que tu as annoncé tout à l'heure. Ah, Gokurakugai, c'est que le début. Ah, c'est que le début. Franchement, vous verrez. Ok. On verra ça un prochain Pika Live. Ok. Bon, en tout cas, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci à toute l'équipe de Underground Production. Merci à la régie d'avoir assuré. Merci à la CM de Pika d'avoir géré le chat. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez beaucoup. Franchement, ça fait plaisir pour cette rentrée. N'oubliez pas toute l'actu sur le site de pika.fr, les réseaux sociaux également. Il y a eu plein de nouveautés. Et il y en a encore le mois prochain. Donc, on se retrouve prochainement. Prenez soin de vous. On fait des bisous et à la prochaine. Ciao. Merci.